parti politique à un autre. À la base, avant de continuer, petite parenthèse, le mandat impératif peut même être une bonne chose. Moi, franchement, si c'était dans les lois du pays, ça n'allait pas trop me gêner. Parce que le mandat impératif signifie quoi? Signifie que si ton parti t'a porté au pouvoir, bah, tu obéis au parti et voilà, tu es redevable au parti exclusivement. Et que si tu fais n'importe quoi, si tu fuck off, on te radie et tu perds ton mandat et voilà, on n'en parle plus. Ça peut se comprendre, ça empêche justement peut-être que des individus mal intentionnés font du clientélisme, font des achats de conscience et tout, et poussent un député à changer, ou s'empêche aussi peut-être un député, un élu, de faire du chantage à son parti politique. Donc à la base, ce n'est pas une mauvaise chose. Sauf que le problème n'est pas à ce niveau. Le problème c'est que ce n'est pas dans la loi. Donc si la loi n'autorise pas le mandat impératif, ce n'est pas moi qui vais venir créer le mandat impératif. La loi interdit le caractère impératif du mandat. C'est tout ce qui m'intéresse. Comme c'est interdit par la loi, je prends acte et basta. Voilà ce que Onanguini et sa bande de criminels de l'éducation n'ont pas voulu comprendre. Ils sont venus exposer leurs souhaits, leurs rêves de fin d'année, leurs vœux de nouvel an. J'aimerais bien que Atana Clément empêche Maurice Kamto de quitter, en fait, de se porter candidat. Et voilà donc, j'aimerais qu'on torpille la loi en cette phase. C'est ça qu'ils sont venus dire. En fait, ils sont pas venus dire la loi. La loi, tu dois être capable, même si elle n'avantage pas, même si elle avantage ton adversaire, si c'est la loi, tu dois serrer les dents et accepter. C'est comme ça, c'est la loi. Dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi ne te plaît pas. Elle autorise Kamto à être candidat, mais tu n'y peux rien, c'est la loi. C'est pas à toi de changer parce que tu n'aimes pas Kamto. La loi n'a pas été mise pour que quand on n'aime pas un opposant, elle change. C'est la même loi pour tout le monde. Et le mandat non impératif signifie que un député, un élu peut partir d'une formation à une autre. Point final. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas un questionnement, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas... Et j'en ai pas fini, on n'en est qu'au début. J'ai dit, on va traverser ce moment tous ensemble et de manière tranquille. C'est-à-dire, ne vous en faites même pas. On va démontrer ici comment ce cartel de mafiosi est une bande de criminels de l'éducation. Luison et Somba, Onanguini et consorts, quelles que soient leurs agrégations, on n'en a rien à cirer. En Allemagne, là-bas, les gens ne sont pas complexés par vos diplômes. Ah, pas du tout. Ça, c'est un système francophone qui lobotomise les esprits. Un agrégé peut donc venir raconter ses mensonges. Comme il est agrégé, comme il est docteur, c'est vrai ce qu'il a dit. Ça ne marche pas ici. Ici, on est complexé par personne. Parce que ces docteurs-là, Onanguini, Luison et Somba, c'est de gros menteurs. C'est même des criminels. J'utilise le mot criminel à dessein. Parce que ce sont des criminels. Ce sont des gens qui, si je dois leur confier mon fils, mais j'aurais peur de ce qu'ils vont lui enseigner. Peut-être même mieux on fait l'école sous l'arbre, c'est moins risqué. Donc, Luison et Somba vous a dit sur un plateau télé Equinox TV que les gens qui ont adhéré au MRC, comme Lavoisier Chapi, après y avoir quitté le SDF, restent membres du SDF jusqu'à la fin de leur mandat. Ah, Seigneur! Voilà ce que Luison et Somba dit. Luison et Somba s'est réveillé dans sa chambre. Il a fait un rêve, peut-être sa femme lui a bien caressé les joues. Il était donc de très bonne humeur. Il a créé ses lois à lui. Il est arrivé sur Equinox TV et il a sorti ses lois. Ceux qui ont quitté le SDF et qui ont rallié le MRC restent membres du SDF jusqu'à la fin de leur mandat. Ce n'est écrit nulle part dans la loi. Je vais vous dire ce qui est écrit dans les lois du pays. La loi du 19 décembre 1990, la loi relative aux partis politiques et à leur statut, la loi numéro 90/56 du 19 décembre 90. Chapitre 3 ou du moins article 3, alinéa 4. La loi dit, c'est en noir et blanc. Nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. J'espère que vous prenez des notes, hein. C'est gratuit. Enfin, vous devriez payer en fait, mais c'est gratuit. Nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. C'est la loi qui dit ça. Luison et Somba vient et il vous dit sa loi à lui. C'est-à-dire, ne cherchez pas le femme-là dans l'ésotérisme. Le femme-là, il est sous vos yeux à la télévision tous les soirs. Voilà quelqu'un qui vient vous dire le contraire de ce que dit la loi. La loi dit que tu ne peux pas appartenir à deux partis politiques en même temps.
Sur quoi se base Louison et Somba pour vous dire que Lavoisier Tchapi a quitté le SDF et reste membre du SDF jusqu'à la fin de son mandat? Le texte qui dit ça est où? C'est incroyable. Et les voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc la loi que je viens de vous donner là, elle est claire, elle est nette et sans bavure. Si tu appartiens à deux partis politiques en même temps, tu es dans l'illégalité. Dès que tu démissionnes d'un parti politique, tu poses ton acte de démission, ton papier ou je ne sais quoi tu signes. Tu prends la carte d'un nouveau parti, le parti t'admet comme leur nouvel adhérent. Mais ça va, c'est bon. Tu es nouvel adhérent du nouveau parti politique. Tu ne divorces pas d'une femme et tu restes marié avec elle jusqu'à ton prochain mariage. Non! Tu divorces d'une femme, tu es divorcé d'elle. Tu te maries avec une nouvelle, tu es son mari exclusivement. C'est-à-dire, de toute façon, la loi ne s'encombre pas de ça, là. Que tu sois exclu, radié, quand tu es exclu, tu ne perds pas ton mandat. C'est ça le mandat non impératif, le mandat représentatif. Le mandat impératif est nul. Donc même si on te radie d'un parti, et alors, tu es élu, tu restes élu. Enfin, tu es représentant, si tu appelez ça comme vous voulez, on te radie d'une formation politique, tu gardes ton mandat de député, de maire, de conseiller municipaux. N'est-ce pas, monsieur Billon a été radié du PCRN ou des messieurs, bref, je sais pas, je crois qu'il a été radié, non? En tout cas, bref. Monsieur Billon ou pas monsieur Billon, ça ne change rien. On te radie ou tu démissionnes, c'est du pareil au même. Tu gardes ton mandat, c'est la loi qui le dit. Article 15, alinéa 3 de la Constitution, tout mandat impératif est nul. Alinéa 2, le député représente l'ensemble de la nation. Et là donc, je faisais une petite virée pour vous expliquer les pitreries de Louison et Somba, qui vous explique que tu peux quitter d'un parti politique et rester membre du même parti politique jusqu'à la fin de ton mandat. Tu vas lui demander la loi sur laquelle tu t'es basé pour dire ça, c'est laquelle? Elle n'existe nulle part. Je vous dis, elle n'existe nulle part. Il est agrégé, ce que vous voulez. Je lui mets donc au défi. Nous, on est les illettrés du quartier, je le revendique, hein. C'est-à-dire, c'est même plus une façon de parler. On n'a pas leur niveau académique. Mais je dis qu'il ment et que c'est un crime à l'éducation qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, tu ne peux pas... Et tu poses une belle question, cher de billionnaire. Ils attendent donc quoi pour traduire monsieur Tchapi en justice puisqu'il appartient à deux partis politiques? Ils ne le feront pas, car justement, il n'appartient pas à deux partis politiques. C'est ça dont les criminels de l'éducation. Et je n'ai pas fini, on a énormément de temps, rassurez-vous. On va dézinguer tout ça calmement. Vous allez sortir d'ici en ayant compris que ce sont des criminels de l'éducation. Je ne parle pas mal d'eux sur leur dos, ou bien je ne parle pas de leur vie, je dis ce qu'ils disent sur la place publique. C'est des choses pour lesquelles ils mériteraient la prison, pour avoir imbécilisé une jeunesse entière en leur disant des bêtises. L'article 121 du Code électoral, pour revenir à celui-là, en tout cas j'espère que c'est clair pour tout le monde, l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi de 90, sur les partis politiques, elle dit tu ne peux pas avoir deux partis politiques en même temps. C'est écrit, allez vous-même lire. Nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. Donc quand tu démissionnes là, enfin quand tu adhères à un nouveau parti là, tu démissionnes d'abord. Sinon ce n'est plus ça. Sinon voilà. Donc l'article 121 alinéa 1 dispose en fait des conditions, enfin l'article 121 parle en tout cas des conditions du code électoral, parle des conditions à remplir pour être candidat à la présidentielle. La première condition c'est, il faut être investi par un parti politique. Point. À la base, on peut se dire, bon, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des élus ou des représentants, mais bon, l'alinéa 2, enfin l'article 2, pardon, va corriger. C'est-à-dire, l'alinéa 2 de l'article 121 va corriger ou du moins va préciser en disant que les partis non représentés à l'Assemblée nationale doivent remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Et qu'est-ce que dit l'alinéa 1? Ça, c'est l'alinéa 1 petit 2 cette fois-ci. Je sais que c'est un peu confus, mais bon, c'est pas moi qui ai écrit, hein. C'est comme ça, moi-même j'ai appris ça pour pouvoir vous en... Je n'ai pas ça sous les yeux, mais moi-même j'ai appris ça pour pouvoir vous l'exposer de manière fluide. Vous pouvez l'avoir sous vos yeux, je vous assure déjà que je ne me trompe pas dessus. L'alinéa 1 de l'article 121 a deux
paragraphe, le petit 1 et le petit 2. C'est pour ça que vous allez entendre alinéa 1, petit 1, alinéa 1, petit 2. Dans l'alinéa 1, petit 1, on dit il faut être investi par un parti politique et on ne dit pas autre chose. Maintenant, dans l'alinéa 1, petit 2, on vous dit les conditions pour un candidat indépendant, c'est-à-dire tu dois réunir les 300 parrainages. Maintenant, il y a l'alinéa 2. Qui complète donc ce que disait l'alinéa 1 petit 1. L'alinéa 2, nous dit que les partis non représentés à l'Assemblée nationale doivent remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Et cette fois, c'est l'alinéa 1 petit 2 dont il est question, relatif aux candidats indépendants. Ça veut dire que le parti qui n'a pas de représentant doit aussi réunir les 300 parrainages. Qu'est-ce qu'on comprend à partir donc de l'alinéa 2? C'est que il faut avoir des représentants à l'Assemblée nationale ou au Sénat, dans les chambres consulaires, blablabla, quand on est un parti politique qui n'a pas... quand on est un parti politique qui veut porter un candidat. C'est seulement si on n'a pas ça, là, il faut les parrainages. Mais bon, si tu échappes au parrainage, tu dois avoir au moins un représentant dans ces différentes structures administratives du pays. Voilà. Là, c'est clair, on est d'accord là-dedans. On est absolument d'accord là-dedans. Je n'ai même pas voulu faire la petite guéguerre que certains ont fait en disant, Maître Timban, par exemple, lui, il a essayé et on peut comprendre sa position. Quand il dit, bon, la Constitution dit que tu reprends l'ensemble de la nation, dont le code électoral ne peut pas dire que les partis non représentés, parce qu'à la base, tu ne représentes pas un parti politique. Moi, je n'ai même pas voulu m'encombrer de ça. Moi, j'ai dit, ça peut s'expliquer. La Constitution peut partir du principe que même si tu représentes l'ensemble de la nation, pendant la période où tu milites pour un parti politique, bon, tu représentes ce parti politique. Mais vu que le mandat impératif est nul, et que tu as donc le droit de démissionner et de rejoindre un autre parti politique, ben ça va. Dès que tu démissionnes, tu rallies une autre formation politique, tu deviens membre de la nouvelle formation politique en raison du caractère non impératif de ton mandat. Donc moi, je n'étais pas dans le débat même de trop dire que la Constitution contredit le code électoral. Le code électoral n'empêche Maurice Kamto nulle part de porter un candidat, de se porter candidat pour le MRC. Car le code électoral ne précise pas qu'il faut aller à une élection au préalable. Le code électoral ne dit nulle part que les élus que tu possèdes doivent avoir été gagnés par toi-même dans une élection au préalable. Ça, c'est faux. Et Ronan Guinée qui criait sur un plateau télé la semaine dernière était en train de mentir à haute voix tout simplement. C'est-à-dire que, ou c'était lundi ou dimanche, je ne sais même plus. C'est pas parce que tu cries que ce que tu dis devient vrai. C'est faux. C'est-à-dire, la loi n'a pas écrit, ce ne sont que ses déductions, ses rêves personnels. La loi n'a pas écrit, les partis n'ayant pas participé à l'élection et n'ayant pas obtenu des élus à cette élection-là ne peuvent pas porter un candidat. Non, 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 non. La loi dit les partis non représentés. Donc, si tu as un représentant, tu peux porter candidat. C'est ce que ça veut dire. Là, je ne fais que traduire. D'autres sont dans des interprétations. Moi, je suis dans la traduction littérale. C'est-à-dire au sens propre comme c'est écrit. Je ne fais que redire ce qui est écrit. Quand on dit celui qui n'est pas représenté à l'Assemblée ne peut pas porter un candidat, ça signifie celui qui est représenté à l'Assemblée peut porter un candidat. Et donc, il nous reste à chercher comment être représenté. Et comment être représenté, je dis bien représenté, pas élu. Parce que tu peux avoir un sénateur nommé, justement, parce que le terme élu ne figure pas dans le code électoral à ce niveau, pas du tout, nulle part, je dis bien nulle part. Et c'est pour ça que l'UPC a déjà son candidat avec un sénateur nommé. Pourquoi Meillon ne s'égosille pas sur l'UPC? Parce que leur but n'est pas de dire le droit. Leur but c'est de dézinguer un adversaire politique, tout simplement. Sinon, il allait expliquer que monsieur... Yam Timba de l'UPC ne peut pas non plus se porter candidat, mais est-ce que vous les avez vus parler là-bas? Est-ce que l'UPC était une élection? Non. Donc ils savent qu'ils mentent, comme disait Solienitine. Nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, et ils continuent quand même de mentir. C'est terrible, c'est un crime à l'éducation, j'insiste. Donc, comme la loi dit qu'il faut avoir des représentants pour porter un candidat, nous, la seule chose qui nous reste à faire, c'est chercher des représentants. Et comment on cherche des représentants? On les cherche dans la Constitution. La Constitution nous donne le mode d'emploi, comment obtenir des représentants. La Constitution et toutes les autres lois. C'est-à-dire, la loi de 90 nous renseigne déjà que on ne peut pas faire partie de deux partis politiques à la fois. La Constitution nous dit maintenant que tout mandat impératif est nul, car le député représente l'ensemble de la nation.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que comme on ne peut pas faire partie d'un parti politique à la fois, les représentants d'autres formations politiques qui ont démissionné et qui prennent la carte de notre parti politique ne peuvent pas faire partie de leur parti politique ancien en même temps. Ils sont donc désormais exclusivement membres de notre formation politique. Et s'ils sont élus municipaux, députés ou je ne sais quoi, ça devient des élus municipaux, des députés du MRC. Point barre. On ne peut pas compliquer quelque chose qui est facile. C'est-à-dire, sauf en sorcellerie, on ne peut pas compliquer quelque chose que même le dernier des idiots a compris. C'est-à-dire, c'est son problème. On va lui enlever le gâteau, là, de billionnaire. On va lui enlever, ici on dit la loi. Que ce soit les billettistes ou tous ceux qui m'écoutent, vous savez bien que nous sommes en train ici de parler et j'essaye de dire les choses calmement avec une grande pédagogie. Parce que on a des criminels de l'éducation qui viennent raconter n'importe quoi à la télévision et qui veulent torpiller les esprits faibles, qui vont se dire « Ah mince, c'est le docteur Onangini qui a dit, toi tu veux t'opposer à un docteur, mince, c'est un docteur qui a parlé, Seigneur, c'est-à-dire vraiment, non, il n'y a pas question de docteur ici. Nous, on est les brossards du quartier qui disons la vérité au peuple. On ne veut pas de titre de doctorat. Est-ce qu'Émile Zola était docteur? Émile Zola a raté le bac 2 fois. Donc, épargnez nouveau docteur. Que vaut Onangini devant Émile Zola? Je ne dis pas que c'est bien de rater le bac, mais je suis en train de dire, si vous êtes complexé par un docteur qui ment, c'est votre problème, vous ruinez votre vie, c'est votre problème. Donc, c'est pour ça que l'UPC peut présenter un candidat, alors que l'UPC n'a pas participé aux élections. Pourquoi Louison et Somba ne condamnent pas l'UPC, qui n'a pas participé aux élections? Parce que le mandat impératif est nul de 1, dont le sénateur qui faisait peut-être partie d'une formation politique autre et qui a rallié l'UPC maintenant a le droit de rallier l'UPC. Et de 2, parce que la loi parle de représentants et pas d'élus, donc il n'a pas besoin d'être élu, c'est un représentant, c'est un sénateur nommé, il représente les collectivités XY, donc il peut justement amener un parti à présenter un candidat. Et 3, parce que le code électoral ne demande nulle part de participer à une élection antérieure. Donc Louison et Somba Onangini et tout le cartel arrêtent de venir nous raconter leurs souhaits. Ce n'est pas le nouvel an, ils sont trop pressés qu'ils attendent décembre. En 1992, on avait le mandat impératif. Je vais vous raconter un peu l'histoire de cette fameuse loi. Je l'ai racontée en amont, mais je vais vous la raconter encore. En 1992, d'abord, on avait, lors des élections législatives de 92, on était sous le régime du mandat impératif. Ça veut dire que si tu n'étais plus en odeur de sainteté à l'intérieur de ton parti, on pouvait te chasser de là. Enfin, on te radiait et tu perdais ton mandat. On a un certain Étienne Soman et quelques-uns de ses collaborateurs à l'intérieur de l'UPC à l'époque, après les élections de 92, où l'UPC avait eu 68 voix carrément. Étienne Soman, pour des désaccords internes, a été radié de l'UPC et il a perdu son mandat. C'est-à-dire, voilà, il a perdu son mandat parce que le mandat était impératif. Et c'est normal. Maintenant, après 1996, le mandat non impératif, dont le mandat représentatif a été réintroduit. Article 15, alinéa 3. Et pourquoi il a été réintroduit? C'est là où ça nous intéresse alors. C'est parce qu'il était déjà là avant. Si on dit réintroduit, c'est parce qu'on a d'abord introduit. Et on a introduit d'où? De la métropole française, évidemment. En 1958, à l'issue des événements politiques en France et tout, référendum, tout le tralala, De Gaulle met sur pied la 5e République. Le 4 octobre 1958, la Constitution française voit le jour, instituant la 5e République. Vous entendez aujourd'hui les Français parler de la 5e République. Jusqu'à aujourd'hui, les Français sont toujours sous le règne de la 5e République. La Constitution du 4 octobre 1958, retenez bien. Dans la Constitution du 4 octobre 1958, je dis bien la Constitution de la France, il y a l'article 27. Que dit l'article 27? Je vais vous laisser écrire sans commentaire. La personne qui... Enfin, on va voir qui va écrire en comment. Que dit l'article? Écrivez la phrase que l'article 27 de la Constitution française nous dit en commentaire. Écrivez ça pour que tout le monde lise.
afin que nul n'en ignore. Que dit l'article 27 de la Constitution française du 4 octobre 1958? Voilà. Tout mandat impératif est nul. Vous voyez, on est en 58, on n'est pas en 2025. Ce n'est pas vous qui avez inventé ça, ce n'est pas le père de Onangini, ce n'est que du plagiat, il a copié ce qui était déjà là avant. Donc vous n'allez pas expliquer aux originaux comment on doit utiliser l'original. La copie n'explique pas la vie à l'original, sauf en sorcellerie. Quand on a donc mis la Constitution de 1958 en France, Ahidjo venait de devenir Premier ministre en février 58. Ses amis français lui ont dit, consécutivement à la loi cadre de fer qui avait été mise sur pied en 56, les amis français d'Ahidjo lui ont dit, bon, maintenant que ton pays va bientôt obtenir l'indépendance, voilà, il faut que vous dotiez d'une autonomie, que vous soyez, là, actuellement, vous avez une certaine autonomie interne, mais progressivement, il faut que vous puissiez vous gérer vous-même, il vous faut des textes solides. Bon, quoi de mieux que de prendre exemple sur nous, ce que nous, on a déjà fait, vous prenez, vous copiez, et c'est tout. Et c'est donc là qu'est née la Constitution du 4 mars 1960 au Cameroun. Quand vous lisez la Constitution du 4 mars 1960 du Cameroun, l'article 8 dit « Tout mandat impératif est nul ». L'article 8 n'est que la copie de l'article 27 de la Constitution française. Vous voyez? Donc arrêtez de nous saouler avec des choses qui sont claires pour tout le monde. Vous n'aimez pas le MRC, c'est votre problème, c'est votre droit. Mais ne torpillez pas les lois, vous faites du mal à vos enfants parce que nous, on ne va pas enseigner les mensonges là à nos enfants. Vous les enseignez à vos enfants, ils deviennent des idiots parce que papa était un idiot. Donc l'article 8 dans la Constitution du 4 mars 1960 sur le mandat impératif nul, c'est-à-dire le mandat représentatif, a été instauré parce que les Français voulaient donner la possibilité aux élus de partir d'un parti à un autre comme ils le veulent. C'est ce que la France entend par tout mandat impératif est nul. Tu ne peux pas venir, tu copies ce que je fais et après tu viens m'expliquer que ce que toi tu as écrit ne signifie pas la même chose. Ah non, c'est exactement la même chose puisque si je n'avais pas écrit, tu allais avoir l'idée là-haut. Même modifier la phrase, ils n'ont pas modifié, c'est la même phrase. Tout mandat impératif est nul. Même l'article, ils n'ont pas enlevé. Tout mandat impératif est nul. Donc, les transfuges politiques, la transhumance, l'exode politique qui était possible en France a été rendu possible au Cameroun par simple copie. C'est la Constitution du 4 mars 1960. Applaudissez pour vous-même si vous avez aimé cette leçon. On n'a pas fini, hein. On est juste au milieu. J'espère que vous prenez des notes à ce niveau. J'espère que vous partagez tout ce qui est en train de se dire ici. C'est vital. En 1972, la constitution du 2 juin qui instaure l'État unitaire, c'était la roublardise qu'Ahidjo a fait envers les anglophones. Bon, l'article a disparu parce qu'on est dans un régime de parti unique instauré en 1966, le 1er septembre 66, quand Amadou Ahidjo met sur pied le parti unique, l'Union nationale camerounaise, mais qui est en fait une coercition nationale, parce que il dit union comme une manière de dire, bon, tous les partis politiques parlent d'une seule voix et tout. Or, c'est une manière de dire, arrêtez-moi vos histoires de partis politiques là. Soit vous intégrez ma formation politique, soit vous foutez le camp. Donc, c'était un peu ça. Et donc, Ahidjo enlève dans cet élément de mandat impératif, de mandat représentatif, et le mandat devient impératif. C'est-à-dire, tu ne peux plus. Si tu es un élu dans son assemblée et tout, oublie. C'est-à-dire, la moindre chose que tu vas faire, le moindre faux geste que tu vas faire, tu vas être exclu du parti, tu vas perdre ton mandat, tu vas plus si affinité. Donc, c'est pour ça que le mandat impératif a disparu. En 1991, après la conférence de la Baule de François Mitterrand en juin 90, où on oblige Paul Biya à instaurer le multipartisme parce que lui et ses amis ne voulaient pas, je dis bien ils ne voulaient pas, c'est beaucoup de leçons qu'on apprend aujourd'hui. Paul Biya ne voulait pas le multipartisme en ce sens où, vous le voyez, avec ses représentants Ima Basile, encore lui, le même qui avait offert le chasse-mouche et la machette à Paul Biya pour tabasser les opposants politiques, ce que Paul Biya d'ailleurs fait avec brio, il a tabassé
Camille Mbouamassok, il a tabassé Charles Tchongan, il a tabassé Jean-Jacques Ekinzi, il a tabassé Samuel Ebois, il a tabassé tous ses opposants politiques, la fessée nationale souveraine, avec les machettes et les chasse-mouches, tout ce que vous voulez. Ça y est, l'histoire, les pages sombres de l'histoire de notre pays. Même l'Allemagne et les États-Unis avaient coupé leurs relations avec le Cameroun parce qu'ils étaient sidérés par autant de barbarie. Mais c'est pas possible. C'est qui cet individu de Paul Biya-là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça? Donc, en 1990, le sommet de la Baule se tient donc parce que il faut le multipartisme. Paul Biya a enfermé Yondo Black et ses collaborateurs en prison en leur donnant 3 ans de prison parce qu'ils ont osé vouloir créer un parti politique. En avril 90, Paul Biya a fusillé les militants du SDF le 26 mai 90 parce qu'il voulait créer le SDF justement. Mais cet homme est quand même incroyable. Hein. J'ai beau parler de ça tout le temps, j'ai beau connaître cette histoire, c'est toujours aussi choquant. Le même Paul Biya donc, quand les gens lui demandent la conférence nationale souveraine et tout, en fait, plus ou moins au forcing, on met sur pied la conférence tripartite et tout, qui regroupe le gouvernement, la société civile, les partis politiques, bref. Il y a ces discussions-là qui débouchent donc sur des travaux de réforme constitutionnelle dans les années 93, 94, etc. Le tout va donc finir avec la Constitution. Le tout va donc déboucher sur la fameuse Constitution du 18 janvier 1996, après que tout soit finalisé fin 95. Et c'est là que l'article 15 revient. Tout mandat impératif est nul. Désormais, le RDPC peut corrompre les militants d'autres formations politiques pour les convaincre de rallier le RDPC, même s'ils ont été élus pour le compte du SDF, même s'ils ont été élus, etc., pour d'autres formations politiques. Et c'est ce qui va se passer dans les années qui vont suivre. Donc, je vous répète, donc pour ceux qui ne le savaient pas, que quand vous voyez Louison et Somba et consorts blablater pérorer sur le mandat impératif nul, dites-leur que c'est la copie, ils n'ont rien expliqué dedans. Si vous voulez savoir ce que signifie tout mandat impératif est nul, appelez les Français, vous leur posez la question parce que c'est leur loi, c'est pas la vôtre. Vous n'avez pas copié, il y a un truc pour venir expliquer à la place des auteurs ce qu'est la loi. C'est comme si j'écris mon livre. Les gens viennent m'expliquer mon livre qui est le village d'Ining. Les gens viennent m'expliquer ce que j'ai voulu dire dans le livre. C'est moi qui ai écrit et c'est quelqu'un qui explique ce que j'ai voulu dire. Ça, c'est le femme-là donc. Ne cherchez pas le femme-là dans les salles obscures, dans la magie, ou bien le femme-là, c'est ce que Nguini et Somba sont en train de faire là-bas, à Yaoundé, Yadouala, sur les plateaux télé. Et à partir de là, quand vous regardez en France, vous voyez bien que les partis politiques, les députés vont et viennent. Vous avez, il y a un que j'aime bien, il est fougueux en France, là, Jean-Luc Mélenchon. En 2007, il y avait un élu du Parti socialiste, Marc Dolez. Il était élu à l'issue des législatives. En 2007, il était élu dans du Parti socialiste du PS. Une fois élu, il a démissionné et il a créé une formation de gauche, le PSG, le parti gauchiste, avec Jean-Luc Mélenchon en vue des présidentielles à venir. À partir de 2009, ils étaient tous les deux membres de la nouvelle formation. Ils ont rejoint un groupe parlementaire affilié à leur parti politique. C'est ça, la transhumance politique. Nulle part dans la loi française, il n'est interdit de partir d'un parti à un autre, car le mandat impératif est nul. Et c'est pour ça que des Dolez, même au Parlement européen, à Strasbourg, même au Parlement européen, vous les députés européens, même là-bas, le mandat est représentatif. Le mandat impératif est nul, même là-bas. Donc même les députés européens peuvent démissionner d'un parti politique, intégrer un autre parti politique, un autre groupe parlementaire. Et c'est pareil à l'intérieur du pays, la France par exemple. L'original de la loi que vous voulez torpiller maintenant. Or, celui même qui a fait la loi continue de pratiquer cela dans l'esprit dans lequel il a fait cette loi-là. Voilà donc pourquoi je vous dis que Onangini et Louison et Somba sont des criminels de l'éducation. Je pense que depuis là, je le démontre par des faits. Je n'ai pas besoin de crier ou de torpiller ou de je ne sais quoi. Monsieur Onangini, pour se donner bonne conscience, pour paraître intéressant et, intimider les complexés qu'il y a parmi nous, il est venu avec une locution latine, specialia generalibus dérogante, c'est-à-dire de deux entités, l'une générale, l'autre spécifique, on tient compte du paradigme spécifique.
Le problème avec ça, c'est que Onanguine cherche à vous faire comprendre que bon, si la Constitution dit quelque chose et que le Code électoral dit une chose différente, on doit se baser sur le cadre spécifique du Code électoral parce que la Constitution, elle est générale. En fait, quand on dit qu'on doit mettre ces gens en prison, vous pensez peut-être que je parle juste comme ça pour parler. Non seulement, et en fait ça fait même mal, je suis même embarrassé quand je dois répondre comme ça à un soi-disant agrégé de je ne sais quoi. Non seulement la maxime qui dit specialia generalibus derogam s'applique uniquement aux principes de même nature, c'est-à-dire par exemple si à l'intérieur de la loi électorale il y a deux dispositions qui disent des choses peut-être opposées, ou à deux types de lois, mais voilà, des lois qui d'égale valeur. On dit peut-être la loi du 19 décembre 90 dit une chose, la loi du 16 juillet 2011 dit quelque chose. On voit laquelle des lois est généraliste, laquelle des lois est spécifique, et on établit on privilégie le caractère spécifique. Sauf que là, Onanguine est en train de comparer la Constitution au code électoral. C'est terrible. C'est-à-dire, il vous dit que si la Constitution dit un truc et le code électoral dit un autre truc, si c'est spécifié dans le code électoral parce que le code électoral se rapporte à quelque chose de précis, il faut privilégier le code électoral. Onanguine vous dit, sans rire, que le code électoral est donc au-dessus de la Constitution. Voilà les professeurs qui vous enseignent à l'université là-bas. Comme il faut noyer le MRC, comme il faut dézinguer le MRC, même s'il faut dire que le code électoral dépasse désormais la loi fondamentale, ils arrivent à pousser le vice jusque là-bas. C'est ça qu'il vous dit à la télévision. Ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. C'est-à-dire, il faut choisir le cadre spécifique. Ne sois pas effrayé, cher ami. Chris, c'est Onanguine qui a dit, c'est pas moi. Ou Feno, quand tu dis hey, quelque chose n'est pas de la Constitution, va demander au fils de l'autre. Tu viens me demander, est-ce que c'est moi? C'est Onanguine qui nous explique et il utilise. Et c'est comme ça qu'ils font pour mentir. Il prend un gros mot que vous n'allez pas comprendre. Comme ça, tu es impressionné. Tu dis waouh, mon Dieu, specialia generalibus derogant. Et dès que tu as écouté ça, c'est fini. Mais il t'a fini, il a gagné le débat. Or, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, mieux il se taisait. Parce que le code électoral ne va jamais dépasser la Constitution. Jamais. C'est-à-dire même dans l'huile de sardine la plus noircie. Jamais le code électoral ne va dépasser la Constitution. C'est-à-dire les criminels de l'éducation. C'est eux là, les criminels de l'éducation. En France, Onanguine a eu sa licence en France. Il a eu sa maîtrise en France. Il a eu son doctorat en France. Il est né en France, là où on pratique le mandat représentatif sous ses yeux tous les jours. Il a fini d'étudier tout ça. Il est arrivé au Cameroun. On lui a fait boire le calice du chantalisme. Tout ce qu'il avait étudié en France, il a oublié. Le mandat impératif nul devient subitement fictif, devient subitement non avenu, devient subitement un loisir. C'est quand même effrayant à un moment donné que quelqu'un qui a été imbibé, qui a grandi dans quelque chose, il arrive à un moment donné au pays et il dit une chose au contraire. C'est-à-dire, voilà. Ta question, elle est simple, cher ami. Si tous les élus du SDF démissionnent, est-ce que le SDF pourrait présenter un candidat? Va toi-même lire la loi, tu auras la réponse. La loi dit les partis non représentés à l'Assemblée doivent réunir les 300 parrainages, c'est-à-dire les conditions prévues à l'alinéa 1 petit 2 de l'article 121 du Code électoral, dont ils doivent présenter les 300 parrainages. C'est la loi qui dit, mon ami. La loi dit qu'il faut être représenté, sinon tu cherches les parrainages. Si tous les élus d'émission du SDF, le SDF n'a plus de représentants. C'est comme si tu me dis, mais si je déchire mon billet d'invitation, je jette aux toilettes, donc je n'ai plus de billet d'invitation, est-ce que je peux toujours entrer? Bah non, tu n'as plus de billet d'invitation. Les élus représentent l'ensemble de la nation. Si les élus ont démissionné, on part du principe que tu as été désavoué par ceux que les élus représentent. Si tu es désavoué par les élus locaux, pourquoi veux-tu aller briguer le mandat présidentiel alors que personne ne te soutient? C'est une question de logique, c'est la loi qui dit et je ne vais pas répondre à vos questions sans me référer à la loi. À chaque fois, j'utilise les lois de la République. Des gens qui viennent ici dire leurs vœux, leurs souhaits, ou qui viennent prendre les grosses locutions latines pour impressionner les esprits. Ça, c'était avant.
C'est avant que tu venais avec le gros français, comme on dit. Tu prends des trucs en latin, en espagnol, quand je dis un truc en allemand, je définis toujours. Je traduis toujours. Parce que parfois, ça me vient plus spontanément en allemand qu'en français. Ça me vient toujours. Enfin, je traduis toujours. Et voilà. Donc, les transfuges se passent tous les jours en France, où il est né, où il a fait son université. Mais il arrive au Cameroun, il vous dit que non, 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 non. Que franchement, la représentativité à laquelle se réfère le code électoral, c'est une représentativité essentiellement élective. Et il sous-entend donc que les élus doivent être issus d'une élection préalable. C'est quand même, en fait, c'est-à-dire, quelqu'un est venu avec ses grosses lunettes et c'est devenu la Constitution. Et qu'il se lève, il fait un panel télévisé et ce qu'il dit devient la nouvelle loi de la République. Et il est convaincu de cela, il se met à crier. Comme il a crié, c'est la vérité. C'est incroyable. En tout cas, avant d'arriver au cas Ndombé et consorts, on va encore faire une petite pause. C'est épuisant de débunker des intellectuels faussaires. Quand je vous dis qu'il faut payer, on va encore faire une petite pause, écouter l'hymne de la Renaissance et on va enchaîner avec le reste. Le rythme est très bon, j'imagine. Vous êtes 450. Donc voilà. Merci en tout cas d'être aussi assidus, d'être aussi nombreux. Maintenant, si vous aimez ces enseignements, vous avez l'obligation d'encourager la conférence. Ça, c'est un impératif. Et là, c'est pas nul. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Vous allez écouter un couplet de l'hymne de la Renaissance et après, on continue le travail qu'on est en train de faire. Posé de problème, il a été accueilli. Il nous a même dit, il avait tenu une conférence à Yaoundé où il disait qu'il retourne dans sa famille biologique. Je crois que Edmond Kamga a même évoqué ce sujet-là dans ce dimanche dernier là. C'est-à-dire à l'hôtel des députés que je connais très bien pour y avoir séjourné. La sœur TV est même venue me faire une interview là-bas en 2018 quand je ne leur avais pas encore dit que j'allais soutenir le MRC et qu'ils pensaient que parce que mon père est député RDPC, je vais soutenir le RDPC alors qu'ils n'ont pas de programme politique, ils sont malades. Ils sont venus me faire une interview là-bas. J'étais encore un bon citoyen et que toute la sœur TV se déplace pour venir avec ses caméras et c'est très amusant quand j'y pense avec du recul. Bon, après j'ai rejoint le côté obscur de la force. Et ils ont regretté de m'avoir serré la main un jour. Donc, Monsieur Aka Amouam a démissionné du SDF à intégrer le RDPC. Monsieur Edimon Doumbé a démissionné du SDF à intégrer le RDPC. Aka Amouam était député de Woum, dans le nord-ouest. Doumbé était député de Vouré 4, dans le littoral. Voilà les faits. À quel moment donc des gens viennent vous expliquer que ce qu'on voit sous nos yeux n'est subitement plus légal parce que c'est le MRC. Comme c'est le MRC, le mandat devient impératif. Voilà la logique de Wonangini, les intellectuels criminels de la République qui viennent vous expliquer des choses qu'il n'y a pas dans la loi alors que la loi elle est claire là-dessus. En 2011, Paul Aya Abimé, lui, il va carrément aller plus loin. Lui, il est du RDPC. Il va démissionner du RDPC pour rallier son propre parti, sa formation politique, le PAP, People's Action Party, Parti d'Action Populaire. Et à partir de là, le Parti d'Action Populaire a un représentant à l'Assemblée nationale, puisque Paul Aya Abimé n'est plus membre du RDPC. Il a démissionné du RDPC et en vertu de la loi de 90, il ne peut pas appartenir à deux partis politiques en même temps, dont il est désormais uniquement membre du PAP. C'est en vertu de cela qu'il est devenu candidat à la présidence parce que désormais le PAP disait j'avais des représentants. Il avait donc la légitimité de porter un candidat. Bon, il s'avère que le candidat c'était l'élu lui-même. Ah, c'est son droit. Il s'est porté candidat, c'est normal. Voilà la loi. Là, ils n'ont rien dit. Il y a même eu des militants du RDPC qui avaient essayé, parce qu'ils ne comprenaient pas la loi, ils avaient essayé d'aller se référer à la Cour suprême pour demander que mais qu'est-ce qui se passe. Et je vous rappelle que il a fait partie de la chambre consultative de la Cour suprême. Il était même aussi conseiller à la Cour suprême. Monsieur Clément Atangana. À l'époque, il ne s'est pas opposé
À l'époque, il n'a pas dit non, 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 faut pas que la Cour suprême accepte cela, la Cour suprême ne peut pas valider cela puisque c'est faux. À l'époque, il était absolument d'accord. Car il savait que tout mandat impératif est nul. Donc les biaïstes là qui Atango ou Matango ou je ne sais quoi là qui s'agitent beaucoup dans les panels TikTok et qui expliquent que non, de toute façon, tôt ou tard, vous allez voir le Conseil constitutionnel va trancher. Le Conseil constitutionnel a déjà tranché. À l'époque, c'était la Cour suprême et Atang Clément a travaillé là-bas. À cette époque, il a dit que oui, c'est recevable. Sur quelle base va-t-il dire que la candidature du MRC n'est pas recevable alors qu'il a accepté celle de Paul Aya Abiné? Vous êtes fou ou qu'est-ce qui vous arrive? Maintenant, il nous explique que non, la loi a été changée en 2012. Et comme on a changé la loi en 2012, la loi électorale, ça gratte la Constitution à quel niveau? La Constitution reste la même. Et elle reste au-dessus de la loi électorale. C'est-à-dire je suis même triste à la place des biaïstes, les petits éléments de langage que l'on vous amène à répéter ça et là, c'est, comment dire, je suis gêné pour vous, parce que c'est faible. La loi a changé en 2012, et alors, ça modifie la Constitution. À quel moment ça modifie la Constitution ou à quel moment ça change la hiérarchie des normes? Voilà les questions que vous allez leur poser. J'espère que vous voyez les bonnes armes que je vous donne pour dézinguer les biaïstes quand ils vont encore vous enquiquiner les oreilles. J'espère que vous avez pris des notes de tout ce que j'ai dit ici parce que ce sont des armes imparables. Imparables. Personne ne va s'en sortir avec des armes comme ça là. C'est pour ça que les biaïstes deviennent hystériques ici sur les panels TikTok quand nous apparaissons quelque part. Parce qu'on n'est pas dans le charabia, là. On n'est pas là pour jouer. On leur donne du répondant et du vrai. Tous les éléments de langage que vous avez préparés en laboratoire, oubliez. Ça ne marche pas. C'est perdu d'avance. Et ne comptez pas sur Atangana Clément. Le même Atangana Clément a validé pour Paul Aya Abiné. Le même. En 2011. Or, c'était la même chose. Est-ce que le PAP était aux élections législatives d'avant? Non. Est-ce que Paul Aya Abiné a été investi? Oui. Est-ce qu'il est allé aux élections? Oui. Donc, qu'est-ce que vous venez dire ici? Donc, voilà des armes imparables, c'est-à-dire que je viens de vous envoyer. J'espère que les 450 personnes qui m'écoutent ici apprécient. Même si vous envoyez très peu de cadeaux pour 450 personnes, l'enseignement est payant. Vous allez payer cette conférence-ci. J'ai décidé de la placer sous le sceau de l'exigence. On ne peut pas vous donner de la bonne qualité comme ça et vous regardez seulement. C'est hors de question. C'est-à-dire, c'est ma nuit que je prends pour vous. Oubliez. Et ça va vous permettre, quand vous aurez un biaïste en face, de lui donner des coups, c'est-à-dire de lui donner c'est même pas des punchlines, c'est des tomahawks. Avec ça, ça ne va pas, vous n'aurez plus besoin de huile frite partout. Avec ça, vous les réduisez à néant. Vous savez maintenant d'où vient la loi, le fameux article 15. Vous savez que c'est un truc français. Vous savez qu'il y a la transhumance et l'exode politique en France tout le temps. Vous savez que, et voilà. Donc, la loi donc qu'ils prétendent qu'elle a été changée en 2012 ne change pas la hiérarchie des normes. Ah, pas du tout. Les normes restent les mêmes dans l'ordre. La Constitution demeure au-dessus. Et oui, la loi est dure, mais c'est la loi. Ça ne vous plaît peut-être pas, mais c'est comme ça. Je n'y peux rien. C'est la loi. Donc, d'autres biaïstes, voilà notre élément de langage. Ils ont brandi l'article 6, alinéa 6 de la Constitution. Ils vous disent, oui, l'article 6, alinéa 6, vous dit de vous référer à la loi. Et Seigneur, oh là 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 là. Guinée vous dit que la loi en question, c'est la loi, le code électoral. La Constitution, dans son article 6, alinéa 6, n'a pas précisé de quelle loi elle parle. Elle a dit la loi, c'est-à-dire toutes les lois qui parlent du code électoral. C'est ça quand on dit la loi interdit, c'est-à-dire la loi, tous les textes de loi dans leur globalité. Ça va de soi, en fait. Est-ce que la Constitution vous a dit de regarder le code électoral et de ne plus la regarder, elle, qui est au-dessus de toutes les lois?
Quand la Constitution dit la loi, ben elle dit, c'est-à-dire la loi, c'est comment dire? La loi, c'est comme quand on dit la loi ne veut pas que... On ne précise pas une loi en particulier. On dit les lois de manière... les lois du pays. Par exemple, on dit, bon, est-ce que tu sais que quand tu pars au Canada, la loi précise que la majorité est à, je sais pas, 18 ans. On n'a pas besoin de dire la loi en question parce que plusieurs textes de loi renvoient à cela. Peut-être qu'il y a la loi du code civil et une autre loi au niveau peut-être du code pénal. En fait, c'est tout ça là qu'on va appeler la loi. C'est pareil chez nous. La Constitution vous dit le cadre de l'élection est fixé par la loi. C'est-à-dire le code électoral, évidemment. Mais la Constitution n'est pas hors-jeu puisqu'elle est la norme suprême. Sur quelle base, de quel droit, Monsieur Onanguini met la Constitution hors-jeu? C'est comme si la Constitution vous disait, maintenant je vous demande d'aller voir le code électoral. Tout ce que le code électoral vous dit, faites, c'est lui maintenant qui a les commandes, même si ce qu'il fait est contre ce que je dis. Ça, c'est encore insulter la hiérarchie des normes. Le président peut te dire, va voir le Premier ministre, j'ai confié la réalisation de ce projet au Premier ministre. Sauf que le Premier ministre doit faire son projet dans le cadre de la politique fixée par le gouvernement. Le président définit la politique de la nation. La Constitution définit le cadre juridique des différentes lois qui en découlent. C'est pareil. Donc toutes les lois du code électoral doivent être conformes à la Constitution. La Constitution ne vous a pas dit ignorez-moi et allez voir le code électoral. Ça c'est Onanguini, le criminel intellectuel, qui vient dire ça aux étudiants et aux gens qui regardent la télévision. La Constitution, c'est comme le parent qui quitte la maison. La mère dit attention, Boris, fais tout ce que ton grand frère va te dire, ne fais pas de bêtises. Écoute ton grand frère, s'il te dit un truc, tu fais. Imagine maintenant que le grand frère dit à Boris, prends la cigarette, tu fumes. Or, le grand frère est mineur. La mère a bien interdit de fumer. Est-ce que parce que la mère a dit fais ce que ton grand frère te dit, que le grand frère a maintenant le droit de dire à Boris de fumer? Non! Tout ce que tu vas dire à ton petit frère Boris doit rester dans le cadre des lois fixées par la maman, le parent quand il quittait la maison. C'est pareil avec la Constitution. Comment on va expliquer des choses aussi basiques à des adultes, qui plus est des professeurs, des docteurs, des agrégés? Ça me dépasse, comme on dit, ça me dépasse, mais c'est terrible. Une telle campagne d'abrutissement massif des populations, je ne comprends pas. Tu peux aimer la sardine, mais il y a ce point, c'est pas sérieux, il y a un truc qui va pas là. Le Cameroun est sous envoûtement, comme disait Yaateba, l'ami de Onanguini. Le pauvre, s'il se réveillait maintenant et constatait dans quel état notre pays se trouve. Donc, le fait que l'article 6 alinéa 6 vous demande d'aller regarder le code électoral, ça ne signifie pas que la Constitution a cessé d'exister et qu'il faut s'en foutre. Ça, c'est d'un. De deux, même quand ça vous renvoie au code électoral, est-ce que le code électoral vous dit quelque part que on ne peut pas, on doit d'abord aller aux élections pour avoir un représentant? Ça, c'est quand on veut torpiller le code électoral à sa guise. D'ailleurs, quand on part dans le même code électoral, allez lire l'article 4 alinéa 2. Vous voyez qu'on a pris le temps de travailler. Moi, les gens me disent que tu n'es pas sur TikTok depuis longtemps. C'est parce que quand je viens avec un résultat, le résultat d'un travail de fond. Parce que je sais que vous aimez bien m'écouter. Il est 3 heures en Europe actuellement, 3 heures moins 15, et vous êtes près de 450 à m'écouter. Or, il y a mes vidéos, on ne parle pas des cuisses des filles. Mais malgré tout, vous êtes là et écoutez. Et donc, par respect pour vous, il faut que je produise quelque chose qui a de la qualité. Faut que j'apporte quelque chose de consistant. Même les biaillistes, à un moment donné, se calment et n'insultent plus. Parce que je prends le temps d'apporter justement de la substance qui peut servir. Je sais qu'il y a des parents qui m'écoutent. Ce que je dis, ils vont le dire à leurs enfants dont j'ai une certaine responsabilité. Faut pas que je dise des bêtises qui vont déteindre après sur de pauvres innocents. Donc je dois apporter de la qualité. Et c'est pour ça que depuis tout ce que je dis, je parle de la loi, de la loi, de la loi. À chaque fois, je vous dis, la loi dit X, Y, la loi dit machin. Donc, la loi, voilà un nouvel article que je sors pour vous. L'article 4, alinéa 2 du Code électoral précise que tout ce que Elekam fait doit se faire conformément à la Constitution. Donc, les sorciers qui nous parlent de l'article 6, alinéa 6, est-ce qu'ils sont au courant que quand on part donc voir le fameux code électoral, là où la Constitution nous a envoyé, le même code électoral nous rappelle que,
Tout ce qui se passe dans cette histoire d'élection doit être conforme à la Constitution, oh, parce que je ne veux pas moi m'opposer à la Constitution. Voilà ce que nous dit le Code électoral. Allez lire l'article 4, alinéa 2. Dans la conformité avec la Constitution. Et les autres lois évidemment, mais ça précise d'abord la Constitution. Bon, la Constitution n'est pas là pour faire, comment dire, le président ne cesse pas d'être président parce qu'il vous a envoyé chez le ministre. Le ministre fait ce que le président a dit. Comme le président n'a pas 1000 mains, il ne peut pas faire tout en une fois, il vous envoie chez le premier ministre pendant que lui, il est occupé à autre chose. La Constitution vous dit donc, bon, moi je te précise déjà, ton mandat impératif est nul, député reprend l'ensemble de la nation, bon, maintenant pour le reste, parce que moi j'ai fait l'essentiel, pour le reste, va voir le code électoral, il va te dire les détails. C'est ça, c'est tout, c'est ça là. Voilà le principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, que les gens arrêtent de nous fatiguer, que les criminels intellectuels arrêtent de nous épuiser. Avec leur, je sais pas, avec c'est quand même, oh là là, c'est quand même, quand on a des intellectuels, oui, Tabankui vous rappelle le meeting du 31 mai à la place de la République. Ah, on y sera, hein, on sera à Napian, évidemment qu'on sera là. Les jaloux disent que le changement, ce n'est pas à Paris, mais c'est les mêmes qui nous interdisent de manifester à Yaoundé. C'est comme ça qu'ils ont fait pendant les législatives. Ils nous interdisent de déposer les dossiers, ils ferment la route des Bolova, la route de Mayo Centre, et les mêmes nous reprochent d'avoir boycotté les élections. Un biaïste intelligent, ça ne peut pas exister. Même si tu es un génie, même si tu es Einstein, tu deviens débile quand tu intègres le RDPC. C'est un constat qu'on a fait. C'est-à-dire le constat 1000 milliards de preuves. Donc vraiment, c'est les mêmes nous interdisent. Et autorisé Yaoundé, vous allez confirmer, vous allez regretter de l'avoir fait. Vous-même, vous savez ce qui va se passer si vous autorisez Yaoundé. Si les intimidations et tout ça s'arrête et qu'on est dans un vrai état de droit. À Paris, c'est autorisé. C'est pour ça qu'on peut manifester. Et vous voyez la foule, la marée humaine qui est là. Imaginez alors si on fait ça là où il y a 30 millions de personnes, sans pain sardine, sans intimidation, comme les t-shirts des octogénaires que vous avez donnés il y a des petits enfants de 10 ans qui ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Vous leur avez promis 20 000. Au lieu même de leur donner, ou c'est 5 000, au lieu même de leur donner 5 000 justement de nos impôts pour qu'on récupère un peu, vous leur avez donné 1000 francs, donc vous avez gardé même encore le reste, l'essentiel. Donc, si vous pouviez faire campagne à Paris, vous le feriez. Vous le feriez, bien sûr. C'est-à-dire, vous le feriez, mais vous ne pouvez pas. Donc, par jalousie, vous venez dézinguer, dénigrer le meeting de Paris. Alors, Monsieur Fouda dit, tout mandat impératif est nul uniquement concernant la fonction de député. Mon ami, même si c'était le cas, il faut combien de secondes à Jean-Michel Nietzsche pour intégrer le MRC? Je vous ai dit, vous perdez votre temps. Est-ce que c'est les députés qui nous manquent, le père? Parce que ce que tu veux dire, c'est que le MRC a des conseillers municipaux et tout, et comme le dispositif, tout mandat impératif est nul, est marqué en dessous du principe relatif à l'Assemblée nationale, tu nous dis ici que ça ne concerne que les députés. On est même d'accord, le père, mais même si ça concerne les députés, tu penses que c'est ça qui va nous poser problème? Vous êtes là au lieu d'éduquer vos concitoyens, vous êtes là vous espérez que les lois vont défavoriser le MRC. Est-ce que c'est le député qui nous dépasse, cher ou c'est Fouda ou c'est qui? On a déjà un député dans notre coalition, non? Prendre la carte du MRC lui prend combien de secondes? Réponds toi-même à ta question. Il va démissionner donc de son parti et rallier le MRC. Affaire résolue. Arrêtez de perdre votre temps. C'est même pas notre temps que vous perdez, c'est votre temps que vous perdez à vous-même. Il n'y a nulle part, il n'y a aucun moyen. Vous aurez beau tourner comme vous voulez, nulle part vous n'empêcherez le MRC de porter un candidat. Tu pensais que j'allais débattre avec toi sur le fait que non, ça concerne tout le monde? Les conseils municipaux que les RDPC récupèrent ça et là. Pourquoi on ne leur dit pas là-bas tout mandat impératif nul ne concerne que les députés? Ce qui est intéressant avec vous, c'est que de temps en temps, vous contredisez le mandat impératif. Vous dites que non, c'est faux. Tu ne peux pas quitter d'un parti politique alors que tu n'as pas eu des élections. Maintenant, vous acceptez. Ah, finalement, oui, c'est vrai, tout mandat impératif est nul. Mais ça concerne uniquement les députés. En fait, vous cherchez la petite bête. Ça doit être pénible, ça doit être dur. Ça doit être dur, en fait, de mettre à mal Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est le Léon XIV du droit camerounais. Retiens, c'est une bonne fois pour toutes, mon cher Fouda. C'est le pape du droit. Ce n'est pas Atanganji qui va venir enseigner le droit à Maurice Kamto. Ça c'est la folie. C'est comme si un puceau enseigne les techniques à un acteur porno.
C'est qu'est-ce que tu en sais? Il a l'expérience, il peut tout apprendre. Il peut même développer de nouvelles astuces et te donner des recettes, des positions spirituelles à prendre. C'est pas toi qui vas lui expliquer qu'en fait, quand tu es dans la chambre avec la femme là, voilà comment tu dois te positionner. Non, 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 c'est lui l'expérimenté du domaine. Donc, c'est pas Atanganji. Atanganji, c'est-à-dire, Atanganji, lui, c'est son travail, comment dire, là où il pourrait être utile dans une société, c'est en cassant les cailloux. Vous voyez les gens qui cassent les cailloux, là, au soleil, au bord des rues. Et encore, eux-mêmes, là, c'est des gens nobles. Mais lui, c'est à ça qu'il doit servir. C'est à ça qu'il doit servir. Ou nettoyer les toilettes des prisons. C'est à ça qu'on a besoin de ce type d'individu, parce qu'il ne sert à rien. À rien, c'est-à-dire, il est inutile, il est simply useless. Donc, tu peux torpiller le truc comme tu veux. Le MRC ne souffre pas de cette problématique de député. On a tout. Vous allez seulement vous plier. Vous n'allez pas organiser une élection sans le MRC. Faut pas rêver. Et on ne va pas faire des raccourcis pour vous. Maurice Kamto sera candidat du MRC. Mieux on règle ça vite pour éviter les problèmes. C'est-à-dire, vous voulez déstabiliser le pays et vous accusez l'opposition de déstabiliser le pays. Respectez la loi, bon sang de bonsoir. Qu'est-ce qui est difficile dedans? Le RDPC a un gros problème avec le respect de la loi, mais c'est dingue. Tout ça se résume au fait qu'ils ne veulent pas respecter la loi. Tout ce qui peut conduire à une crise politique au Cameroun, c'est qu'ils ne veulent pas respecter la loi. C'est terrible. C'est comme Gbagbo qui a été jugé par Ouattara et sa bande par contumace alors que le même Ouattara venait de le déporter à la CPI avec ses amis Gbagbo, avec ses amis Sarkozy et tout. Bon, comme Gang va vous dire aussi ses hallucinations, comme ils hallucinent beaucoup dans la sardine-osphère là-bas. Là. Et le même Ouattara, maintenant qu'on a acquitté Gbagbo, au lieu de permettre au PPACI de porter Laurent Gbagbo comme candidat, au moins pour décrisper l'atmosphère, ainsi que Charles Blé Goudet, a fortiori ces deux-là, au lieu même pour Tidiane Cham de se dire, bon, ça va, il a repris la nationalité ivoirienne, il a reposé sa candidature au PDCI, il est redevenu président, il a été déchu de sa nationalité française et tout le tralala. Bon, ça va, on va aller aux élections pour équilibrer, pour réconcilier les Ivoiriens. Il s'en fout. Les élections en Côte d'Ivoire, c'est le 25 octobre, les jours ne font qu'approcher. Ouattara fait la sourde oreille et le pays va encore aller dans une crise. Ces monstres ne comprennent rien des leçons de l'histoire. C'est terrible. C'est-à-dire, ils ont besoin du sang humain pour vivre. Tu ne peux pas foncer droit au mur et quand même être serein là-dedans. Quel plaisir tu as envoyé ta police massacrer des populations. Qui gagne là-dedans? Sincèrement, la finalité, c'est si tout le monde est en vie, personne ne meurt. Tout le monde survit justement à la crise politique. Et après, ben voilà, on continue, le vainqueur a gagné, le perdant a perdu. La vie continue, personne n'en meurt. Paul Biya fait la même chose. Vous empêchez, vous cherchez, ah oui, ah non, c'est pour les élus RDP, c'est pour les députés, vous êtes à chercher là où on peut empêcher le MRC au lieu d'enseigner la loi à nos concitoyens au Cameroun. C'est vraiment terrible. Donc, ça c'est très fondamental ce que nous faisons là. Donc, je parle de quoi? L'article 6 est lié 6, oui, ça ne change rien parce que le code électoral, merci pour les cadeaux, cher Tabancui, ne l'interdit pas. Et je vais préciser maintenant quelque chose peut-être que les uns et les autres ont oublié parce qu'ils sont habitués au vol sous Paul Biya. Chers amis, est-ce que vous vous rappelez pardon, j'ai eu... Ah, d'accord, j'ai cru que j'avais un problème de réseau. Là, nous sommes 500 personnes. Au lieu que le nombre diminue, ça veut dire que c'est intéressant. Merci, Tabancui. Tu sais reconnaître la qualité de la conférence. Je suis très reconnaissant envers ceux qui me font ces précieux cadeaux parce que c'est une récompense pour le bon travail. Ça me va droit au cœur. C'est très gentil de votre part. Et je suis aussi très reconnaissant du grand nombre de personnes qui sont connectées à cette heure de la nuit. Ça signifie que depuis que nous faisons cette émission et que je parle tout seul, on ne s'ennuie pas. Parce que ce n'est pas du blabla. On essaye de produire de la qualité. J'ai dit que j'allais démontrer que Onangini c'était un criminel de l'éducation, lui et Luison et Somba. Et depuis la légende ne m'insulte pas en commentaire. Ça veut dire que c'est la vérité. Parce qu'on vient ici pour dire la vérité. On ne vient pas ici pour, c'est pas pour le charabia ou pour raconter ma vie. Donc,
Maurice, qu'est-ce que je voulais vous rappeler? Oui, je voulais vous rappeler, et ça aussi, prenez en fait tout ce que je vous dis là comme des éléments, comme des armes pour vous, pour vous munir contre les militants du RDPC. Si quelqu'un vous demande pourquoi dans la conférence que Wilfried faisait, il exigeait beaucoup de cadeaux comme ça, dites que en fait on est allé chez lui acheter des armes, parce que ce que vous achetez ce sont effectivement des armes. Qu'on est allé acheter les armes contre le RDPC. Ils n'ont qu'à comprendre comme ils veulent, c'est leur problème. Ici je vends les armes et je vous en ai déjà donné beaucoup. Une arme supplémentaire c'est les représentants du renouvieux. C'est-à-dire, vous avez vu Clément Tangna se trimballer d'un point A à un point B péniblement, et c'est lui qui va encore être là en octobre pour nous expliquer l'article 15. Vous avez vu Kava Yege Jibril avec sa voix digne de Final Destination 2. Oh, le billard, on dirait un ovni, un monstre des fonds marins qui t'appelle pour t'ensorceler. Vous avez vu, comme il s'appelle, le 3 Nyan Jifenji, bon lui alors on ne le voit même plus. Mais ils nous disent que je ne me moque pas des vieux, mais je suis justement intrigué qu'ils sont vieux et fatigués, et c'est eux qui nous expliquent qu'ils peuvent toujours conduire la nation vers l'émergence ou je ne sais pas quel type de pitrerie ils s'inventent à longueur de journée. Donc, allez dire aux biaïstes qui racontent que oui, le MRC de toute façon a boycotté les élections et que comme il a boycotté les élections, bah, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Chers amis, comme l'amnésie, vous savez, la maladie de Paul Biya, l'Alzheimer de Paul Biya se contamine même sur les jeunes générations qui le soutiennent. Est-ce que vous avez oublié que l'élection législative devait se dérouler cette année avant les présidentielles, en 2025? C'est Paul Biya qui a repoussé les élections législatives. C'est-à-dire quand le MRC boycotte les élections de 2020, on sait qu'il y a encore les législatives avant la présidentielle. Donc, Maurice Kamto ne fonce pas droit. Moi-même, enfin, je ne veux pas me faire une gloire ici, mais vous avez vu sur Facebook, j'avais publié, je faisais partie des premiers MRCistes, j'étais même le premier qui avait dit publiquement qu'on n'ira pas dans ces élections-là. J'ai même court-circuité la communication officielle du parti 2 mois avant, je dis bien 2 mois avant. J'avais dit les élections pour moi c'est non. Donc, ce n'était pas un caprice, c'est parce qu'on avait vu que vous empêchez les gens de déposer leur candidature et que vous barrez la route de Mayo Centre et de Debolova parce que vous êtes des tribalistes, dirigés par un gros tribaliste appelé Bimon de Paul Barthélemy. Donc, on a dit qu'on ne part pas. Mais on a dit qu'on allait mieux se préparer, on allait mieux contourner ces trucs-là parce que il y a des législatives en 2025, avant la présidentielle. Donc, vous qui vouliez tant que le MRC aille aux élections avec des élus, on n'avait pas dit non. Comme vous croyez malin, vous aviez repoussé les élections à 2026. Ça fait plaisir à Nouran Foster et à Cabral Libby, ça fait 1 million supplémentaire fois 12. Je suis très heureux pour eux. Vous avez pensé nous faire du mal à nous, en oubliant que de 1, vous violez l'article 15. Le même article, hein, il finit pas. Il y a l'alinéa 4, parce que les gens se sont arrêtés à l'alinéa 3. Tout mandat impératif est nul. L'alinéa 4 précise que, en cas de crise grave ou si la situation l'exige, le président peut repousser les législatives, par exemple. Est-ce que il y avait une crise grave en février-mars 2025 pour que Paul Biya repousse les législatives? Dites-moi. Donc Paul Biya a violé la Constitution. Paul Biya nous a dit que la guerre du Nozo est finie, que tout va bien dans le meilleur des mondes, que le Cameroun est en paix, qu'il n'y a absolument pas de problème. Je ne comprends donc pas comment le même Paul Biya qui dit qu'il n'y a absolument pas de problème et que tout va bien et que la crise du Nozo a été jugulée, même Atanganji a fait la route du Nord, je sais pas où il était récemment là, en nous expliquant que bon, c'est les talibans qui veulent déstabiliser le pays, mais qu'en fait tout va bien. Comment ça se fait donc que tout va bien, mais vous repoussez quand même les législatives? On a dit que c'était en cas de crise grave. Quelles sont donc les circonstances particulières qui vous amènent à repousser les législatives? C'est-à-dire, le motif du report des législatives, c'est on voulait empêcher un parti politique de présenter un candidat au présidentiel. Parce qu'il se disait que le MRC n'aura pas d'élu et donc ne pourra pas présenter un candidat. C'est une violation de la loi. Pourquoi le criminel éducationnel au Guinée et l'autre criminel, Luison et Somba, ne parlent pas de ces dispositions-là? Pourquoi ils ne disent pas que c'est une violation de la loi?
Je sais que pour eux, la Constitution, c'est devenu quelque chose de facultatif, mais la Constitution, la loi de toutes les lois, elle est claire là-dessus. En cas de crise grave ou si les circonstances l'exigent, on peut repousser les élections. Quelle était la situation en février-mars 2025? Qu'est-ce qui a conduit au report des législatives? Il s'est passé quoi? Et en plus, ils ont reporté ça bien avant. Donc, ils savaient déjà qu'il y aurait une crise en mars-février. Ils lisent dans des boules de cristal. Un pays dirigé par des sorciers, franchement. Et que de vrais sorciers, des cyclopes avec un gros œil au milieu du visage. Des monstres patentés. Et c'est ces gens-là qui nous parlent d'émergence 2035 et qui veulent, éduquer nos enfants. Voilà des violations de lois qui se passent sous nos yeux. Ils sont incapables de les respecter et ils viennent nous expliquer après que oui, comme dit la loi, l'article 6. Donc, quand la Constitution les arrange, ils nous disent article 6, alinéa 6. Là, la Constitution, c'est bien. Parce que, soi-disant, ça nous renvoie au code électoral. Quand la même Constitution interdit de proroger le mandat des députés s'il n'y a pas de motif de crise grave ou de circonstances exceptionnelles, là, la Constitution n'est plus valable. Luison et Somba n'a pas lu la partie là. Onangini n'a pas lu la partie là. Cette partie-là, pour eux, c'est facultatif, ça n'existe pas. Voilà les gens qui vous effrayent au pays avec leurs gros titres. C'est triste, c'est triste, c'est vraiment triste. Donc dites aux militants du RDPC que c'est Paul Biya qui a repoussé les législatives en violation de la loi. Nous, on avait dit qu'on part dans ces législatives-là, mais il les a repoussées. Quand on a dit qu'on part dans les législatives de 2020, il a empêché nos candidatures. Donc en fait, il nous a toujours empêchés de participer aux législatives. Comment il se plaint donc qu'on a boycotté finalement? On a boycotté parce qu'on ne voulait pas jouer la partition qu'il avait préparée pour nous, celle qui a été réservée au SDF et au PCRN. On va vous donner 2-3 députés dans votre fief, ils vont bien manger, ils vont grossir, ils vont prendre du poids, et c'est bien. Nous, on ne voulait pas grossir et prendre du poids. Ceux qui voulaient grossir et prendre du poids nous en veulent jusqu'à présent. Célestin Jamen, Michel Doki, Sam Séverin Ango, et ils voulaient grossir et prendre du poids. Je suis très... reconnaissant envers le combat qui a été le leur. Dans mon livre, tu dois t'impliquer, je parle de Michel Ndoki, je parle de Célestin Jamen, je les ai toujours défendus pour les balles qu'ils ont reçues. Sauf que malheureusement, il leur a manqué, or ils sont censés l'avoir parce que ce sont mes aînés, il leur a manqué la culture de l'histoire politique des peuples. L'histoire politique des peuples enseigne que tu peux donner ta vie pour un combat et tu n'obtiens aucune récompense. C'est pour ça que vous me voyez dire aux Camerounais, encouragez-nous même financièrement et participez à notre contribution de fonds pour la campagne quand nous sommes encore en vie. Parce que, en dehors de ça, nous n'attendons rien du tout. En dehors de ça, on est conscient que ce combat politique peut ne pas porter des fruits de notre vivant. Mahatma Gandhi a conduit l'Inde à l'indépendance en 1947. Ça ne l'a pas empêché d'être assassiné par un autre Indien en 1948, l'année d'après. Vous voyez, le père de l'indépendance de l'Inde, Mohandas Karamchand Gandhi, alias Mahatma, c'est-à-dire la bonne âme, assassiné par un vilain, par un imbécile, qui un fondamentaliste qui voyait d'un mauvais œil l'ouverture que Gandhi faisait il y a d'autres peuples. Et après, on va voir le Pakistan et l'Inde qui vont se diviser, bref, dans la foulée et tout. C'est ça la vie, c'est ça la vie. C'est ça la vie politique, c'est-à-dire, tu peux ne pas être récompensé pour. Steve Biko a milité pour, la prise de conscience du peuple noir, la lutte contre la ségrégation en Afrique du Sud. Il n'a pas fait long feu. Il est mort avant d'avoir vu les fruits de son combat. C'est ça la vie. Malcolm X a milité pour les droits humains. Il a été assassiné le 21 février 65. Monsieur Martin Luther King a été assassiné en 69. Ça arrive. Je ne dis pas qu'on va tous se faire assassiner. Ça, c'est une autre époque. Je dis simplement que parfois tu meurs même de mort naturelle, mais tu ne vois pas le changement. Parfois tu n'es même pas récompensé. Or, tu as mené le bon combat. Mais c'est ça la vie, le combat politique. Ta récompense doit résider dans le fait que les Camerounais, un jour, auront un pays où va régner l'état de droit. Surtout que les Camerounais t'aiment de manière générale. Moi, je ne demande aucune récompense fondamentale par rapport à mon engagement politique, aucune. Les Camerounais m'apprécient beaucoup, ça me va droit au cœur. Je leur fais même du chantage
à 2 heures du matin en leur disant envoyez des cadeaux sinon je supprime le live, ils envoient. C'est, comment dire, symboliquement, c'est un grand geste symboliquement. Tu rentres chez toi en souriant, tu éteins ton téléphone en souriant en disant, bah oui, ces gens-là ont sacrifié leur nuit pour m'écouter. Ces gens-là prennent plaisir, ils m'écoutent par centaines en pleine nuit. Or, il n'y a ni vidéo, ni distraction, simplement ma voix qu'ils entendent. Mais ils arrivent à apprécier et à rester et à tenir et à grandir même en nombre. Donc, voilà. C'est ça le combat politique. Donc on a dit que nous on ne part pas aux élections pour donner des sièges à 2-3 personnes. C'est pour ça qu'on a refusé, on a donc boycotté. Comme ils ne s'attendaient pas à ce qu'on boycotte, ils ont été surpris. C'est là qu'on leur a montré qu'on n'est pas ici pour plaisanter. On va courir tous ensemble. Tout ce que Kamto fait a surpris Paul Biya. Quand il dit j'ai gagné les élections, je revendique la victoire ou au mieux on recompte les voix, ça les a pris de court, ils étaient scandalisés, ils n'ont pas digéré cela jusqu'à présent. Jamais dans l'histoire ça ne leur était arrivé. Quand on a dit qu'on boycotte les élections, ils ne s'y attendaient pas. Ils nous avaient déjà réservé un petit compartiment dans leur tiroir. On a dit on n'entre pas dedans. Ça, ils ne s'y attendaient pas. Ils ont donc cru qu'ils sont plus malins en repoussant les législatives. Ils ont pensé que notre intelligence avait diminué. On leur a donc mis, ce n'est pas le Zolo comme vous dites, non. Ce qu'on a mis en 2018 par exemple, c'était le penalty. Là, c'est le casso. Vous avez joué Yo Baby Foot. La balle rentre, elle ressort. C'est ça qu'on leur a fait là. Ils sont tétanisés par justement c'est-à-dire le coup de maître qu'on leur a sorti. Ils ne s'y attendaient pas. On pensait que tous les conseils municipaux, tous les élus sont acquis à la cause du RDPC, sont corrompus, sont... Ah non, c'est faux. Ils sont acquis à notre cause, vous avez vu, les voilà. Et d'autres vont venir, ce n'est pas tout. Ça ne va pas s'arrêter là. C'est le casso. La balle résonne encore, ça fait derrière. Qui a joué au baby foot, on faisait souvent, on piégeait la balle là. Comme ça ne descendait pas dans le truc. Ça fait qu'on pouvait jouer comme ça au moins 2-3 tours avant que le monsieur du baby foot ne nous attrape et ne nous donne une talo sur la tête. Que vous êtes fou, vous êtes en train de faire quoi là? Mettez la balle là-bas. Une très belle enfance, franchement, c'était trop génial. C'était le casso qu'on a mis là. C'est-à-dire, c'est ça là, le double corps. Donc on leur a fait quelque chose d'absolument violent. C'est que mince, comment ce type arrive toujours à avoir un coup d'avance sur moi? Paul Biya se pose la question que mais c'est pas possible. On ne m'avait jamais autant mené la vie dure. C'est pour ça qu'ils sont à fleur de peau. C'est pour ça qu'ils sont dans cet état-là. C'est pour ça qu'ils ont du mal à digérer. Ils ont du mal à nous supporter. On m'a dit qu'on avait développé un plan Wilfried et Kanga sur les panels TikTok. Il s'agissait, quand les biaistes sont présents, de crier. Il y a plusieurs d'étouffés pour que Wilfried ne parle pas. Ils ont un plan pour chacun de ceux qui mettent leur projet. Au niveau de la communication, nous les communicants du MRC, on morfle beaucoup. Ça me fait toujours rigoler parce que je me dis, mais si je vais dans vos différents panels, c'est juste pour le plaisir d'échanger. Est-ce que je souffre de problèmes d'audience? Je peux parler seul pendant des heures, quel que soit le moment de la nuit, et les gens m'écoutent comme actuellement. Donc quand je vois les gens discuter le micro le temps de pas, Wilfried c'est mon temps, Wilfried ferme ton micro, il dit que mais ils plaisantent. Vous avez beau être plusieurs, si j'ouvre mon panel, j'aurai le double de votre audience tout en étant tout seul. Vous êtes 200, moi je peux en avoir 400, 500, 600. Donc on vient pour vous instruire, pour vous éduquer, pour vous parler en fait de l'avenir du pays. Le plan anti-Wilfried ou anti-Kamto, je ne sais, ne peut pas fonctionner. On est trop fort. Ne perdez pas votre temps. C'est-à-dire, ne perdez pas votre temps. Voilà donc la réalité, le casseau qu'on leur a donné auquel ils ne s'attendaient pas. On a dit, on va, en vertu de l'article 15 de la Constitution, prendre des représentants d'autres formations politiques, car tout mandat impératif est nul. Mamma mia. Ah, ça c'est... Moi-même, je serais RDPciste, ça allait m'énerver. C'est quoi ça? Qui a même mis ça dans la Constitution, tout mandat impératif est nul? Voilà ça donc, comme toi appris. Il nous fatigue déjà avec ça, j'ai des élus, j'ai des machins. Comment est-ce qu'on va faire? On avait repoussé les élections pour l'empêcher de se représenter. Là, il nous sort, comme il trouve toujours un truc dans la loi, c'est qui a même mis là, il est obligé de mettre ça au ONA aussi. C'était quoi ça, tout mandat impératif? Quoi ça maintenant, dis donc, franchement, c'est terrible. En tout cas, on a quand même, au ONA, Guinée-Luison, ils sont bas, on va les envoyer parce qu'au moins on les écoute, c'est des enseignants et tout. Comme les Camerounais sont complexés par les diplômes et lobotomisés, on va les envoyer, ils vont trouver un truc là, dis donc, on va détruire cette idéologie de Kamto. C'est ça d'ailleurs que je ne pardonne pas à mon oncle Valère Bessala.
Moi, j'ai un problème avec ce type, c'est-à-dire, j'aime les hommes constants. Et même si tu changes d'avis, ça doit être notifié, ça doit être argumenté, ça doit être, on doit voir le cheminement. Comme Saul de Tarse qui a reçu l'illumination, vous venez nous dire du jour au lendemain que j'ai changé. Non, 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 on veut pas de miracle ici, on doit voir un certain cheminement. Qu'est-ce qui t'a conduit à faire ci et maintenant à faire ça? Valère Bessalano disait à une époque, dans une intervention télé, il y a encore quelques mois, car le MRC va faire il va évoquer la jurisprudence pour la Yabina. Ils vont balayer là-bas. Je me disais que, mais, voilà quelqu'un qui prétend combattre, qui prétend vouloir révolutionner le paysage politique du pays parce que c'est la jeunesse qui doit prendre le pouvoir après Paul Biya. Mais, au lieu de s'insurger contre l'idée même d'Atangna Clément, d'empêcher que nous consultions la jurisprudence Paul Aya Abine, lui, il dit que, on va balayer ça. Il fait comme si le fait qu'on va balayer ça signifie que c'est bien de balayer. C'est la manière dont il présente que Atangna Clément et sa bande vont balayer la jurisprudence pour la Yabine et tu te dis, mais, c'est tout ce qu'il a à dire dessus. Donc, il anticipe déjà une violation de loi. Et pour lui, il passe comme ça passe crème dans une analyse. C'est mon problème avec mon oncle Valère Bessalé, il est à ce niveau. J'ai du mal à le situer. Aujourd'hui, il est incroyablement détendu et tendu contre Paul Biya. Demain, tu l'entends expliquer que bon, Paul Biya, il a au moins préservé le sous-sol, il a tué. Mais attends, à un moment donné, donne-nous ta ligne de conduite. On a le vertige. À force d'avancer, de reculer, on ne sait plus exactement. Donne-nous exactement là où tu te situes. Clarifie, arrondis les angles, polis les angles et voilà. Clarifie et voilà, on avance. Donc, mais c'était un peu, en tout cas, on est donc venu avec le mandat impératif qui a choqué totalement la biosphère. Ils ne s'en sont pas remis jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai aimé, je sais pas qui a mis ça sur Facebook récemment, là, les écrits de Marafa Hamidou Yahya. Il a publié, depuis son séjour carcéral, un livre qu'il a intitulé Le choix de l'action, mes 10 ans au Minat. Dites-moi un peu, mesdames et messieurs, avant qu'on ne parle de monsieur Marafa, est-ce que vous avez même compté le nombre d'armes, de munitions de guerre que je vous ai donné ce soir contre les biaïstes? Et je suis content qu'il y ait autant de gens parce que ça fait qu'au moins beaucoup de gens seront outillés. Transmettez-les à votre tour autour de vous, ça fera énormément de bien. La disposition supplémentaire, l'argument supplémentaire que je vais vous donner ici, c'est celui que j'ai vu sur Facebook avec Marafa Hamidou Yahya, qui a justement écrit, qui parlait du mandat impératif. J'espère que c'est pour si un genre de Dieu, moment, monsieur Bessala. Ah, je n'en sais rien. Tu sais que chez nous, au village, c'est un peu compliqué. Mon oncle, là, il est aussi ce qu'il est. Il est devant, il est derrière, je sais pas quoi te dire, je ne sais pas. Il me laisse un gros point d'interrogation. Je sais pas où il essaye de nous amener. Bref. Il va être candidat à la présidence. Je lui souhaite bonne chance. Alors, un autre argument, on va donner les dernières armes de guerre ici. Monsieur Marafa Hamidou Yahya, qui était donc ancien ministre de l'administration territoriale pendant carrément une dizaine d'années, et avant ça, il était entre 2002 et 97, ou entre 97 et 2002, il occupait le poste que le vice-dieu occupe aujourd'hui, sauf que bon, lui n'avait pas la délégation de signature. C'est depuis le 5 février 2019 que l'homme à la punk est devenu président de la République du Cameroun. Sinon, à l'époque quand même, Marafa était, à l'intérieur du cercle de travail sur la modification constitutionnelle de 96. En tout cas, il était chargé, en fait, des dernières finitions en tant que en tant que SGPR, dans les années, en 1997. Monsieur Marafa a écrit dans son livre Le choix de l'action, mes 10 ans au Minat, quelque chose que j'ai fait une capture, enfin je sais pas où c'était Paul Chota, où c'était qui. En tout cas ça circulait beaucoup sur Facebook, la fameuse citation. Ah, je l'ai retrouvée, j'ai fait une capture d'écran que j'ai mis dans mon appareil. Alors je l'ai retrouvée. Oui, c'est ça, je crois. Le SDF, je cite. Le SDF a posé des problèmes d'un autre ordre. En plus des causes des troubles de faible importance lors des différentes investitures, le parti a fréquemment radié des magistrats municipaux nouvellement élus en demandant aux Minat de les démettre de leurs fonctions.
Nous leur avons toujours opposé une fin de non-recevoir à ces requêtes, estimant que si l'investiture est du ressort des partis politiques, une fois élus, les magistrats municipaux et les députés deviennent des responsables publics et ne sont astreints qu'au respect des lois de la République. Vous vous souvenez qu'il y a un certain Fouda qui me disait ici que le mandat impératif nul s'applique simplement aux députés. Voilà Marafa qui a travaillé dans la modification, dans la réforme de 96, qui vient nous dire ici que non, l'esprit dans lequel ils ont mis, même si ça figure dans parce que ça c'est l'esprit de la loi, même si ça figure sous le truc député machin, on n'a pas dit que c'est interdit aux autres représentations comme les conseillers municipaux. Et Marafa nous clarifie ici que dans le projet sur lequel ils ont travaillé, il était entendu que les magistrats municipaux et consorts peuvent changer de parti politique comme ils le veulent et ne sont plus astreints carrément, ne sont plus désobligés de leur parti politique. Donc il est en train de dire, c'est la page 123 de son livre, allez acheter, vous allez lire, ça va même lui faire un peu d'argent. Quand on vous dit de lire, les Camerounais ne lisent pas. Il dit là-bas que les membres du SDF, parce que tout à l'heure je vous ai parlé de Étienne Soman qui avait été radié du SDF, après les élections de 92 parce que ses visions et ceux du SDF ne cadraient plus, il avait perdu son mandat, ils étaient 3 ou 4. Le SDF dont Atangna, comment je l'appelle toujours Atangna Mebara, bref, Marafa rappelle donc que le SDF avait l'habitude de faire ça. Pour intimider ses élus, il leur disait on va vous radier, vous allez perdre le mandat et tout. Sauf que quand on allait voir les autorités compétentes, Marafa vous rappelle que non, on refusait. Parce que le mandat impératif est nul, dont il rappelait, il était un biaïste quand même, Marafa. Il a rappelé au SDF que non, on ne peut pas radier les élus municipaux car le mandat impératif est nul. Mesdames et messieurs, mais qu'est-ce que les gens veulent même au final? C'est-à-dire, vous voulez qu'on enfonce des portes ouvertes jusqu'à quand? Voilà des punchlines absolues qu'on vous donne ici gratuitement pour vous permettre de vous défendre face aux illuminés qui viennent sur TikTok vous raconter leur vie alors que la loi est claire. Et que ceux mêmes qui ont mis la loi sur pied vous disent ce qu'ils ont prévu là-dedans. C'est-à-dire permettre à ce que le mandat impératif, le mandat non impératif s'applique à tout le monde. Élus municipaux, élus machin, tout ce que, même si tu es élu chef du quartier, on a dit que tout le monde... Bref, en tout cas, vous avez compris. Voilà, ça c'est clair. Et vous voyez, depuis, je ne fais que parler des faits. S'il te plaît, Ikanga, que veut dire Ining? Ining, c'est le nom de mon fils. J'ai donné à mon fils le nom du titre de mon livre. Ça veut dire la vie. En étonne Ining, ça veut dire la vie. Nous devons donner à nos enfants des noms locaux, des noms issus de nos langues. Je l'ai appelé Horus, en mémoire au prince d'Égypte, le fils d'Osiris et de Isis. Et Ining, c'est son premier prénom. Ining Horus. Voilà son name. Donc, si tu veux des idées pour ton fils, tu peux l'appeler Ining aussi. En tout cas, il faut que je dise à mon fils un jour ce que son nom signifie. Je crois qu'il en sera fier. En tout cas, sa grand-mère, ma mère, est très fière de son nom-là. Elle dit qu'il est sa vie à elle. Donc ça lui va très bien. C'est ça que nous devons faire. On doit arrêter les Joyce, les James, arrêter d'être complexés. Arrêtez. Les Japonais ne s'appellent pas Kamdem ou François ou bien... Et vous, même si on vous place un Japonais devant vous, vous allez l'appeler, et quand on vous dit qu'il s'appelle Johnson, vous serez le premier choqué que, hey, un Japonais qui s'appelle Johnson, n'abusez pas. Donc pourquoi nous, on passe le temps à nous appeler avec, justement, des noms, alors qu'on a au moins les yeux ouverts et qu'on peut rectifier le tir par rapport aux noms que nos parents nous ont donnés. On m'a appelé Claude, c'est un nom français, on m'a appelé Wilfried, c'est un nom allemand. Je me suis débrouillé à trouver à mon fils des noms exclusivement issus du continent africain, dont Ining, Horus et Kanga. Je pense que celui va très bien. Donc, je vous encourage aussi à faire la même chose pour vos enfants. Il n'y a aucun mal à ça, et ça sonne même très bien nos noms. Et en plus, ça raconte une histoire. Là, tu peux vraiment dire, quand vous voyez surtout les influenceuses, là, et que je taquine un peu parce que c'est surtout quand une femme donne le nom à ses enfants ici en diaspora que vous avez des noms incroyables. Si c'est pas un nom américain qui claque, c'est que c'est pas elle. Ça va toujours être Maïlis, Maïs, Choice, Johnson, Jays. Ouais, quand même, foutez-nous la paix. Donc, retour aux sources. On ne peut pas tout changer, mais là on peut changer, changeons quand même.
C'est au niveau des noms, par exemple, ça c'est facile. Cherchez des noms africains. Dès que votre femme tombe enceinte, vous avez 9 mois pour trouver un nom africain. Et sa signification, c'est beaucoup de temps, vous allez trouver. Donc faites ça. Ouais, voilà, des Britney, des machins. Et ils aiment alors ça appeler Britney aujourd'hui après son lait. Ils se disent que comme je l'ai appelé Britney, ça sonne bien, les gens vont m'envier. Foutez le camp. Faut prendre des noms du Cameroun, des noms d'Afrique, des noms de voilà, des noms de la profondeur africaine. Et voilà. Et Kanga veut dire quoi? Bon, ça va, hein, on va pas faire la conférence sur les noms. Allez fouiller vous-même. On a trop épargné. Aujourd'hui, on doit, comment dire, rendre l'air irrespirable pour Onangini et les autres. Vous vous posez beaucoup de questions. Et ceux même qui posent des questions sont ceux qui n'ont pas envoyé la moindre ombre d'une minuscule rose pour que je récupère en achetant un jus la salive que j'ai perdu. Donc permettez-moi d'avancer sur cette conférence. On n'en a pas fini. L'argument avec Marafa, je crois que c'est un argument poignant. Où Marafa lui-même vous dit qu'on a refusé que les SDF démettent des élus qui avait démissionné parce que le mandat impératif est nul. Dès qu'on a dit ça, comment le même RDPC va venir nous expliquer que le MRC ne présente pas un candidat? C'est pas sérieux. C'est impossible. Donc laissez ça. Ne détruisez pas notre pays. C'est-à-dire, c'est-à-dire, vous voulez du sport, il y aura du sport. L'instabilité d'un pays est générée par le non-respect des lois, par une puissance, le gouvernement en place, c'est tout. C'est ça qui radicalise les opinions, c'est ça qui conduit à des échauffourées, des choses évitables. Il suffit de respecter la loi. Kanga, tu peux être conseiller spécial du président au Cameroun, sérieux, mais je suis déjà le conseiller de Maurice Kamto. S'il devient président, c'est un titre non officiel. Hein. Moi, je n'aime pas les titres. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas un grand académicien. Je suis quelqu'un qui aime se cultiver de lui-même. Ce que je sais à 90%, ce n'est pas à l'école que je l'ai appris. On a essayé le changement, l'instruction pragmatique. C'est ça qui nous permet de nous occuper des intellectuels criminels comme Onangini. Imagine que j'avais écouté simplement ce qu'il dit, sans essayer d'aller voir moi-même. Il m'aurait entourloupé dans ses bêtises. Or, depuis, je suis en train de torpiller ces fameux arguments en papier mâché et je n'ai pas encore été pris à défaut. Je ne vois pas les gens écrire en commentaire. Je sais que les gens avaient préparé des éléments de langage en commentaire, mais j'ai la réponse à tout ça. Tout ça. Et je n'ai même pas fini, il y en a d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'avant d'y arriver, c'est que la victime de tout ça, en fait, c'est le programme politique. C'est-à-dire, on ne parle pas du programme politique. C'est ça qui nous attriste. Là où le RDPC essaye de gagner, c'est que, où il peut un peu prendre de la marge, c'est que il nous empêche de parler des projets de société. Comme il n'a pas de projet de société, on crée, selon le théorème de Charles Pasqua, vous connaissez Charles Pasqua, c'était le politicien français, là, ancien ministre sous François Mitterrand. Quand on est emmerdé dans une affaire, il faut créer l'affaire dans l'affaire et si possible l'affaire dans l'affaire de l'affaire, si bien qu'on ne se souvient plus de l'affaire principale. Paul Biya est très fort dans tout ce qui est machiavélisme. Ça aussi, c'est le livre de Niccolo Machiavelli, Il Principe. Un sinistre, cynique écrivain italien sur l'art de régner, le prince. Allez lire aussi Il Principe, vous allez comprendre beaucoup de choses dans la manière de fonctionner de Paul Biya. C'est pour ça que les Français, les journalistes français avaient désigné comme Paul Biya comme étant la doublure du prince de Machiavel, prudent, rusé et attentif. C'est dit qu'il maîtrise tous les mécanismes de la roublardise politique. Donc qui a sommeil, ceux qui ont sommeil ils vont dormir. Non, est-ce que je retiens quelqu'un? Mais ce que je vois, c'est que j'ai encore 490 personnes, quasiment 500 personnes connectées. Donc le nombre a même plutôt augmenté par rapport à tout à l'heure. Je n'ai pas l'impression que les gens ont sommeil, les gens apprennent. Et donc on va aller jusqu'au bout, pas jusqu'au bout de la nuit, rassurez-vous, on n'en a plus pour longtemps. C'est aussi épuisant, surtout que j'ai une émission en fin d'après-midi et que j'ai envie de faire une autre émission sur TikTok quand même demain soir sur l'actualité politique internationale. Je ne sais pas si je vais y arriver, c'est chaud. Quand on est un humain, c'est chaud. Je suis pas un robot, mais on va essayer. C'est aussi pour ça qu'on est personnage public. Donc, comme je dis, la victime, c'est le programme de gouvernance, le projet de société.
Mais vous commencez à comprendre pourquoi nous voulons réformer le code électoral, par exemple, pour que certaines dispositions qui sont floues soient claires pour tout le monde. Comme nous disions, par exemple, je suis là jusqu'au matin, Wilfried, la caféine. Très amusant. Alors, nous voulons réformer le code électoral pour que des dispositifs inclus dedans soient plus précis. Par exemple, quand on dit le PV de l'ECAM fait foi, bon, c'est problématique parce que les membres de l'ECAM sont nommés par Paul Biya. Nous, on aimerait intégrer à l'ECAM, ça c'est dans le programme du MRC, des responsables de partis politiques, des responsables neutres qui sont reconnus n'ayant jamais été encartés quelque part et n'ayant jamais eu d'affinité ou d'affirmation politique envers une formation politique donnée. Ça permet que même si le PV de l'ECAM fait foi, on sait au moins que les membres de l'ECAM viennent d'obédiences différentes et que ils ont dit le droit, parce que si quelqu'un essayait de tricher, les autres n'étant pas de sa formation politique ne seront pas convaincus. Or, Eric Essoussé, par exemple, lui, je vous rappelle qu'il conduisait une liste du RDPC à Chang, dans la Main-Noire, en 2007, quelque chose comme ça. Donc vraiment, voilà. Ça coule de source, c'est un billetiste. Quelqu'un dit qu'il a du mal à croire que quelqu'un a du mal à croire que mon père était du RDPC. Et pourtant, cher ami, c'est ça qu'on appelle la conviction politique. Je suis donc très bien placé pour parler de ça. Donc, Koonangini ne nous dise pas que comme son père était un sardinard, il était obligé de retourner sa veste. Faut avoir des convictions, mon jeune ami. Intègre le RDPC. Enfin, mon jeune ami, il est plus vieux que moi. Il a presque 60 ans, ou laquelle j'aime pas. Mon vieil ami ou mon brave ami. Je l'avais rencontré au Cameroun une fois. Il ne m'a pas dégagé une énergie positive. Hein. Il ne m'apprécie pas, c'est clair. Il est grand comme... Je savais pas qu'il était grand comme ça. Les gens qui me rencontrent me disent souvent que mais Wilfried, je savais pas que tu étais aussi long. Moi aussi, en voyant Onangin, je savais pas qu'il était aussi long. Bref. Et je me suis dit, en tout cas, ce type, on partage en fait la même ascendance. On a des sardinards patentés comme paternels. Bon, mon père ne l'est plus autant qu'avant. Peut-être qu'il s'est converti petit à petit à la Renaissance. Ou je sais pas. Bref, ça ne m'intéresse même pas. Ses convictions politiques, c'est son problème. Ce qui est sûr, c'est que moi, là, tout ce qui touche au RDPC éloigne ça de moi. C'est-à-dire, même en plaisantant, c'est hors de question. Donc, la conviction politique, c'est ça, là. On ne transmet pas génétiquement les convictions politiques. Sauf si quand il y a même un minimum de projets de société, moi je peux comprendre. À mon enfant par exemple, c'est clair que je vais lui exposer le contexte, je vais lui exposer le programme, je vais lui demander bon, toi tu n'adhères pas à ce programme, dis-moi un peu comment tu peux ne pas adhérer à un tel programme politique. Donc s'il veut s'intéresser à la politique, c'est clair que il aura les mêmes convictions que les miennes parce que, sans être parfaites, elles sont quand même basées sur un projet de gouvernance. Mais le RDPC, il y a quel projet là-bas? Là-bas, c'est le pain, la sardine, l'intimidation, la menace ou le village. Qu'est-ce que tu allais défendre là-bas? Donc, c'est pour ça que nous, on n'adhère pas à ça là. Faut avoir des convictions, faut suivre la vertu. Et comme je dis, la victime, en fait, de cette campagne macabre que le RDPC mène actuellement, c'est le projet de société. Nous, on veut donc le réformer. On veut parler donc du projet de société. On aimerait bien. Et dans le projet de société, on a inclus la réforme, par exemple, de l'organe électoral. On a prévu la réforme de l'âge électoral. Je vous signale qu'à 18 ans, tu ne peux pas voter au Cameroun. Or, à 18 ans, tu peux aller en prison. Il y a une cacophonie au niveau du code civil, on te dit majorité 21 ans. Au niveau du code pénal, majorité 18 ans. Au niveau du code électoral, majorité 20 ans. Un désordre, c'est-à-dire le capharnaüm absolu, caractéristique de la gouvernance de Paul Biya. Rien n'est ordonné. Tout est en désordre, c'est comme la chambre de Brenda, le fils de Paul Biya. C'est exactement ce dans quoi on se trouve. Il n'y a pas de concordance entre la majorité selon qu'on veut voter, qu'on va en prison, c'est un tohu-bohu terrible dont nous voulons réformer tout ça et c'est dans le projet de société. Et justement, si le RDPC ne pratiquait pas la roublardise politique et le désordre qui ressemble à la chambre du fils de Paul Biya, Brenda Anastasie, nous serions actuellement en train de présenter le projet de société. Nous serions actuellement en train de présenter comment nous allons réformer justement l'article 45.
du code électoral sur l'âge électoral, qu'il concorde avec l'article 80 du code pénal sur l'âge carcéral, l'âge auquel tu peux aller en prison. On a aussi prévu, au-delà d'inclure des membres des formations politiques dans l'ILECAM, il a porté de la diversité, on a prévu par exemple de réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats, les juristes, les Yatangna Clément et toute la bande, ils sont nommés par Paul Biya. Maintenant, quand tu regardes quand tu regardes quand tu regardes dans les détails, tu te dis mais Wilfred, tu pourrais être tenté de me dire mais Wilfred, c'est pas vrai, ils ne sont pas nommés par Paul Biya. Regarde, il y a 3 qui sont nommés quand tu prends le Conseil constitutionnel. Il y a 3 membres qui sont nommés par l'Assemblée nationale, 3 membres qui sont nommés par le président de la République, 3 membres qui sont nommés par le Sénat, et 2 membres qui sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, dans les détails, qu'est-ce qu'on voit? Les 3 membres qui sont nommés par Paul Biya, bon, c'est Paul Biya. Les 3 membres qui sont nommés par le Sénat, pardon, Paul Biya peut nommer 30% des sénateurs, c'est-à-dire 30 sénateurs sur 100, puisqu'ils sont 100 justement, sans compter maintenant les élus sénateurs élus RDPC. Ça fait que quand le Sénat élu le Conseil supérieur de les membres du Conseil constitutionnel, c'est chaud. Maintenant, 3 sont nommés par le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un biaïste. C'est un fou qui soutient Paul Biya. Non seulement ils ont baptisé le palais, le don chinois, au nom de Paul Biya, c'est le premier pays dans le monde où, alors qu'on parle de séparation de pouvoir, on décide de donner à un palais législatif le nom du président en exercice. C'est-à-dire l'antithèse absolue de la séparation des pouvoirs. Et on voit le président de l'Assemblée nationale censé faire un contre-pouvoir indépendant de l'exécutif, nous chanter des Paul Biya, comme la poupée maléfique dans Annabelle, qui te poursuit dans la nuit dans les allées sombres de la maison. Paul Biya, c'est-à-dire c'est le type de voix que tu réentends dans la nuit quand tu es tout seul dans la maison et que tu as éteint toutes les lumières. Tu te dis mais j'entends une voix bizarre là, j'entends partout, ça vient de la cave. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pas une séparation des pouvoirs ça. Maintenant tu pars au niveau des 2 derniers membres du Conseil constitutionnel. Ils sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature? C'est le président de la République, Paul Biya. Donc, finalement, c'est lui qui nomme tout ce beau monde. Le MRC a mis dans son programme chantier 1, politique et institutions, que nous allons réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Ça fait donc que le président ne sera plus aussi le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et le rapporteur du Conseil supérieur de la magistrature ne sera plus le garde des Sceaux. Ce sera sous la coupole de la Cour suprême. Le premier président de la Cour suprême sera président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut un juriste, il faut un membre du corps juridique pour présider une structure juridique. Qu'est-ce que l'exécutif va faire à présider des organes judiciaires? Voilà la folie made in Cameroun. Donc si on n'avait pas la sorcellerie, le désordre que Paul Biya est en train de nous créer sur la discussion sur le mandat impératif, on serait en train de vous présenter notre projet de société. Mais comme il faut empêcher que Onan Guinée et sa bande viennent abrutir les esprits faibles, évidemment on prend le temps de vous donner la bonne information en vous disant que non, le mandat impératif est nul. Donc le mandat impératif est nul, tout simplement. C'est ça là, et ça nous prend du temps, mais bon, on le fait en tout cas. Et voilà. Donc et aussi, si on avait la possibilité de présenter le programme politique, évidemment, on allait vous, qu'est-ce que je dis? On allait vous parler de l'article 241, où on allait vous annoncer que nous, on va l'appliquer. Parce que le tribalisme n'est pas autorisé, le tribalisme est malvenu au Cameroun. On a déjà beaucoup de problèmes comme ça pour que tout un ministre vienne expliquer que c'est bien que des Camerounais expulsent d'autres Camerounais. Je ne peux pas me plaindre avec vous quand les Équato-Guinéens vous chassent de Malabo, de Bata, ou que les Gabonais vous chassent de Libreville. Je ne peux pas.
Je vous dis, c'est votre problème parce que Famon Ndongo passe le temps à vous chasser de votre propre pays. Donc il faut déjà commencer à se respecter à la maison. Imaginez que les Gabonais voient comment les Camerounais chassent d'autres Camerounais à Meyo, à Saint-Mélima, à Ibolova, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, bah ça va, on peut donc les chasser nous de chez nous, vu qu'eux-mêmes se chassent de chez eux. Donc on doit déjà assainir notre cour, et on doit balayer les nazis locaux, les fameux Ndongo et consorts, quelqu'un qui est venu ramener 500 000 ordinateurs, les ordinateurs de fameux Ndongo. Est-ce que vous savez que ces ordinateurs coûtent moins de 90 € sur les sites de commande internet, les PBHIV là, PB pour problème, soi-disant pour Paul Biya. J'étais très intrigué quand j'avais constaté que ces ordinateurs venaient de Shenzhen. La ville de Shenzhen en Chine a aujourd'hui un PIB supérieur à tous les pays d'Afrique centrale. Rien que la ville, je dis bien rien que la ville. C'est une ville qui a près de 10 millions d'habitants à peu près, mais la ville n'existait pas du tout en 1980. Donc quand Paul Biya prend le pouvoir, Shenzhen n'a que 2 ans. C'est une ville fondée par Deng Xiaoping en tant que zone économique spéciale pour mettre sur pied les réformes, pour tester les réformes qu'il voulait. Après la mort de Mao Tse-tung, les réformes qu'il voulait dont il voulait faire profiter de la Chine avec les investissements étrangers, la joint venture et le transfert de technologie, enfin le vol de technologie. Bref, je vais vous parler de la Chine une autre fois. C'est pas le lieu ici, mais en tout cas, c'est l'une des villes, les villes de la côte orientale chinoise où le dirigeant de la Chine, à partir de 1978, Deng Xiaoping, 78-80, va désigner des zones de test en disant que si les réformes fonctionnent là-bas, on peut les appliquer à toute la Chine. Si elles ne fonctionnent pas, c'est pas grave, ça n'aura pas contaminé toute la Chine. Donc il a permis aux investisseurs étrangers de venir investir avec des barrières douanières presque levées, sauf qu'il y avait une contrepartie. Toute entreprise qui vient sur place doit collaborer avec une entreprise chinoise qui, elle, va bénéficier des financements publics. Ça va donc de facto l'avantager par rapport à l'entreprise privée étrangère, comme Peugeot qui était venu s'installer là, très content, Renault, très content, en oubliant que la Chine étant maintenant présente dans le conseil d'administration de Renault dans ses filiales chinoises, avec l'entreprise étatique qui faisait donc le co-actionnariat, Peugeot, enfin l'entreprise chinoise en question, avait maintenant accès à la technologie de Renault. Et de fil en aiguille, ils ont commencé à revendiquer qu'on leur envoie aussi les modèles les plus récents. Parce que Renault ayant fleuré l'arnaque, enfin les Occidentaux, ayant fleuré l'entourloupe et la capacité des Chinois à copier facilement, ils les envoyaient les vieux modèles, les modèles dépassés. Comme ça, les Chinois n'étaient pas au fait de l'actualité technologique la plus récente. Mais quand ils ont commencé à mettre la pression, soit vous nous envoyez votre technologie, enfin les voitures les plus récentes pour qu'elles soient aussi montées chez nous et pour que nous aussi on voit comment ça se passe, soit le marché vous est fermé, ils ont fini par courber les Chines, et c'est comme ça que ils ont commencé à s'approprier la technologie occidentale, à reproduire la même chose de qualité de plus en plus élaborée jusqu'à atteindre le niveau des productions occidentales, comme on le voit aujourd'hui à bien des égards, au point où on ne se moque plus d'un produit chinois, car c'est de la qualité. Sans compter qu'ils sont devenus l'usine du monde. La ville de Shenzhen dont en question est celle qui aujourd'hui, riche comme elle est devenue, avec de grandes entreprises, de grandes usines, est celle qui fabrique les ordinateurs de Famon Ndongo. Or, à l'époque où Shenzhen est créé, le PIB par habitant d'un Camerounais est supérieur au PIB d'un Chinois. Vous imaginez le retournement de situation. Entre 1980 et 2025, le PIB du Cameroun a été multiplié par 2. Bon, les biaïstes, parce qu'ils sont de grands sorciers, vont expliquer que ça veut dire que c'est bien, Paul Biya travaille bien, regardez, vous-même vous dites que le PIB était multiplié par 2. Ok. Le PIB chinois sur la même période a été multiplié par 40. Je pense que là le débat est clos, ça fait même mal de dire ça. C'est-à-dire ton voisin est devenu 40 fois plus riche. Toi, tu viens crier qu'on est devenu 2 fois plus riche. C'était pourquoi la Chine a réussi à multiplier son PIB par 40. C'est-à-dire 40 fois, donc 20 fois plus que le Cameroun. On ne voit plus leur retrouver. Ils sont 20 fois plus riches que nous. 20 fois. Et ça se voit. Ceux qui construisent vos routes, vos ports, vous ne produisez plus rien à cause d'un homme qui n'avait aucune vision, si ce n'est le 6e étage de l'Intercontinental à Genève. Au point où les mêmes Chinois viennent maintenant fabriquer les ordinateurs pour Paul Biya. Alors que nous, on fabriquait des vélos, des motos, on fabriquait des choses comme ça.
La population a triplé, mais quel est le rapport? La population de la Chine aussi est partie, mais totalement en sucette, au point où on a été obligé de mettre sur pied la politique de l'enfant unique sous Xi Jinping vers 2013, ou même avant sous Hu Jintao, un peu avant. Mais voilà. Donc il n'y a aucune excuse, c'est une question de vision. Tout à l'heure, je vous ai présenté brièvement la vision de Deng Xiaoping, les zones économiques spéciales, comment faire profiter les locaux des entreprises étrangères. On n'emploie pas plus de 51%, les ouvriers doivent être à majorité des ouvriers chinois, et dans les entreprises, tu es obligé de coopérer avec une entreprise locale qui détient la majorité de l'actionnariat. Tu ne viens pas être actionnaire majoritaire chez nous. Or, Paul Biya a tout bradé. Et l'ECAM est détenu à 75% par les mêmes Chinois, les gens de Sinochem. C'est incroyable, la même Chine. Hein. Sosucam est détenu par Somdia à plus de 70%, ce sont des Français. La PHP est détenue par la compagnie fruitière de Marseille à plus de 70%. Bolloré détient la régie Faircam à plus de 70%. Comment il s'appelle Eneo, la filiale, c'est la filiale du groupe britannique Actis, à plus de 55%, c'est-à-dire, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez? Voilà la différence entre un homme qui n'a pas de vision. Même les sociétés nationales sont devenues privatisées sous Paul Biya. La régie Faircam, par exemple, des trucs comme ça. L'électricité, il a vendu la Sonel aux Américains en 2001, de la société énergétique américaine AES. AES a vendu ses parts en 2014, on a confié ça à Actis, un groupe britannique. C'est terrible quand même, ce pays, le Cameroun. Et vous avez des gens qui viennent vous épuiser avec leurs bêtises. Que, vous savez, en fait, comme si des Honins Guinécons envoient imbéciliser la jeunesse, alors qu'on a un pays à construire. On veut des dirigeants qui ont une vision, qui ont un projet de société, qui ont un programme de gouvernance. On n'est pas là pour jouer. Ceux qui veulent jouer, qui retournent à la cour de récré, qu'ils aillent jouer là-bas. Donc, on va donc dans le programme politique matérialiser l'article 241 qui va punir donc les tribalistes, parce que l'article 241 précise que si l'auteur du forfait est quelqu'un de connu, la répression est plus grande parce que c'est quelqu'un qui doit servir, un fonctionnaire public qui doit servir de modèle, il doit servir d'exemple. Donc, ça c'est l'alinéa 3 de l'article 241. Je pense que j'ai cité plus de lois ici que je n'ai de cheveux sur la tête. Au moins personne ne dira Wilfred est venu là-bas nous a raconté sa vie. Non, Wilfred a passé toute la soirée à nous parler de la loi, des lois de la République. Bon, je vais lancer la dernière phase de cette conférence qui va durer peut-être 10 minutes. On a presque fini. Comme je commence à fatiguer, je vais vous faire écouter encore une dernière fois un couplet de l'hymne de la Renaissance et on va entamer le dernier quart d'heure pour clore notre conférence de ce soir à laquelle vous étiez très nombreux. Si cela ne signifie pas que vous devriez arrêter de sécuriser la conférence ou de payer pour la connaissance. Mince, il parle seul, il y a 500 personnes. Oui, cher ami, moi-même ça me va droit au cœur. Je parle seul, il y a 500 personnes, ça veut dire il y a de la qualité. C'est pour ça que je leur rappelle que la connaissance n'est pas gratuite et qu'ils doivent, ils doivent être conscients de la qualité de ce qu'ils reçoivent gratuitement. Et si quelqu'un avait des roses, envoyez une fille sur TikTok, c'est inutile, c'est du gaspillage d'argent. Envoyez-le à ceux qui produisent et partagent de la connaissance. C'est ça que je n'ai eu de cesse de leur dire ici pendant toute la durée de la conférence. Parce que nous avons remarqué que quand nous faisons nos interventions, elles ont beau être exceptionnelles, elles ont beau être enrichissantes, les gens nous écoutent, ils nous écoutent parler, nous époumoner, gaspiller notre salive. Et après, tu as une fille qui ne dit rien, elle fait un panel TikTok, enfin, un live TikTok de 2 heures, 3 heures, où elle ne fait rien, elle est juste là. En fait, elle existe. Elle reçoit des lions, ça me fait trop mal pour ça veut dire qu'on est une génération perdue. On doit récompenser le travail et pas l'existence. On ne paye pas une fille parce qu'elle existe. Non. C'est-à-dire, même quand tu as l'invité au restaurant et payé pour elle, elle doit te montrer qu'elle a de la valeur et qu'elle vaut ce que tu payes pour elle. C'est pas qu'elle existe, tu lui envoies des cadeaux, des roses, des lions, des machins. C'est quoi ça? On ne fait pas ça. C'est de la stupidité, en fait. Payer là où ça mérite d'être payé. Donc, l'hymne de la Renaissance et après on va entamer la dernière ligne droite de la conférence. Merci en tout cas à ceux qui m'ont envoyé